Bonjour et soyez les bienvenus sur ce plateau pour une émission débat avec des représentants vosgiens des 4 principales formations politiques du moment. La contestation sociale sur la réforme des retraites adoptée et promulguée il y a quelques jours va-t-elle se poursuivre ? Quelles leçons à retirer pour chaque pôle? Que dit-elle du rapport entre les citoyens et les élus, du fonctionnement de nos institutions, des aspirations de chacun dans son rapport au travail? Toute réforme majeure est-elle désormais empêchée jusqu'à la fin du quinquennat? Telles sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser à l'aune bien sûr de nos contingences locales. Avec à mes côtés, et on l'accueille avec grand plaisir, Philippe Nicole, chef d'édition de Vosges Matin. Bonsoir Philippe. Bonjour Jean-François. Merci encore d'être à nos côtés. Stéphane Viry, député Les Républicains de la première circonscription des Vosges. Bonsoir. Bonsoir. Adrien Bernard, membre du Parti communiste, ancien candidat au départemental sur le canton de Bruyères et qui représente donc la NUPES, l'Union de la gauche. Bonsoir. Bonsoir. David Valence, député de la deuxième circonscription, membre du Parti radical et représentant ici de la majorité présidentielle. Bonsoir David. Bonsoir. Et Sébastien Imbert, délégué départemental du Rassemblement national dans les Vosges. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Première question simple. Pour vous, est-ce que nous sommes sortis de cette séquence? Autrement dit, cette loi promulguée peut-elle encore être retirée du champ législatif? Je me tourne vers vous, Adrien Bernard, puisqu'on imagine que pour vous, la bataille n'est pas terminée. Oui, vous venez de le dire, la bataille n'est pas terminée. Je crois qu'il y a un 1er mai qui s'annonce énormissime. Il sera unitaire alors que ce n'a pas été le cas depuis des années entre tous les syndicats. Non, c'est pas parce que le Conseil constitutionnel a dit que la loi était constitutionnelle pour le coup qu'elle en est plus légitime, elle en est plus juste, et donc le combat continue. Et on le voit bien, le gouvernement, partout où il va, M. Macron, partout où il va, il est empêché. Donc la décision la plus logique à prendre pour sortir le pays de cette impasse, c'est soit le retrait de la réforme, ou à minima de donner la parole au peuple en faisant un référendum. Et on a bien entendu dans sa déclaration il y a quelques jours à la télé qu'il restait dans cet entêtement qui nous mène dans le mur. On va rappeler qu'il y a une deuxième demande de RIP qui sera étudiée par le Conseil constitutionnel début mai. Stéphane Viry, il y a eu un précédent, une loi promulguée qui n'a jamais été appliquée, c'est le CPE évidemment. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Il faut passer à autre chose, ou est-ce que cette séquence est encore vivante? La séquence est vivante. Après, juridiquement, elle est close. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision et moi, je respecte les institutions et le champ démocratique qui est le nôtre. Mais pour autant, je considère que la crise sociale qui existe depuis fort longtemps, elle est prégnante. Il faut répondre effectivement à des questions sociales excessivement importantes face à un pays qui est plus que jamais fracturé, divisé, désunifié. Et donc, c'est une réponse politique qui tarde à arriver. Emmanuel Macron a indiqué aux Français qu'il se donnait 100 jours pour trouver quelque chose. Moi, je souhaite effectivement qu'ils réussissent à trouver quelque chose. On aura l'occasion d'y revenir, chacun dans ses responsabilités, chacun dans ses convictions, dans ses idées, mais personne ne peut se satisfaire qu'on soit dans une interrogation permanente, dans une agitation continue, alors que la France a affronté des véritables sujets. Donc, on n'en est pas sorti sur le plan social, on n'en est pas sorti sur le plan politique. Mais moi, je suis de ceux qui considèrent effectivement qu'il faut respecter le champ juridique. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. On aurait pu probablement, sur ce sujet des retraites, faire autrement. On aurait dû faire autrement. On va y revenir. Maintenant, largement. moi, je prends acte de la situation. David Valence, on a vu hier à travers la visite présidentielle en Alsace, c'est évidemment très très compliqué. Les braises sont encore là. Est-ce que pour vous, cette séquence va quand même s'achever? Est-ce que ces 100 jours sont aussi destinés à ça, c'est-à-dire donner du temps à avaler la pilule, pour parler un peu trivialement? D'abord, je crois que beaucoup de vos téléspectateurs sont préoccupés du fonctionnement de nos institutions et donc il faut les rassurer. Le texte a quitté l'Assemblée nationale, le texte sur les retraites, fin février. Ça fait donc bientôt 2 mois. Et depuis 2 mois, l'Assemblée nationale n'a pas arrêté de travailler. On a même voté un texte extrêmement important pour l'avenir de notre pays sur le nucléaire qui définit la stratégie de la France en matière de nucléaire pour les 20 années qui viennent. Puis le deuxième point, c'est que je crois que l'heure est venue de tirer des leçons de cette crise, de ces tensions que nous avons vécues et que le président de la République est allé affronter avec beaucoup de courage hier en Alsace. Et la leçon principale que moi je retire des messages que je reçois, que nous recevons sur le terrain, c'est tout simplement qu'il y a besoin de repenser le rapport au travail. Ce que nous disent souvent les Français quand on échange avec eux, les Vosgiennes, les Vosgiens, c'est à travers cette réforme des retraites, c'est dans les conditions dans lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est difficile de faire plus longtemps.
beaucoup comprennent quand même qu'il faut faire des efforts et que notre système va devenir déséquilibré très vite. Mais cette question des conditions de travail et du rapport au travail, je crois que c'est le chantier qu'on doit ouvrir aujourd'hui pour rassurer les Français et tenir les leçons de cette crise. Et sans doute aurait-on pu ou dû commencer par cela. Oui, voilà. On peut toujours faire l'archéologie des choses. En 2010, comme en 2003, comme en 1993, c'est des réformes précédentes, il n'y a pas eu de réflexion sur le travail qui a précédé... Mais là, on a eu le Covid et ce rapport au travail qui a été modifié dans l'esprit de tous les gens. Hein, pas seulement ça. C'est aussi lié à la manière dont on va faciliter l'emploi des seniors. Il y a des mesures qui étaient intéressantes, qui étaient dans le texte, qui ont été retirées par le Conseil constitutionnel. Donc il faut reposer ces débats. Et pour moi, la meilleure façon de tirer les leçons de ce qui s'est exprimé et que je respecte depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est de passer à l'échelle du travail et d'améliorer les conditions de travail et la valorisation du travail pour les Vosgiennes, les Vosgiens, pour les Françaises, les Français. Si je peux me permettre, ça fait des années qu'on entend Emmanuel Macron dire qu'il entend la colère, qu'il doit en tirer des conséquences. Vous dites encore qu'il faut en tirer les leçons, mais en fait, le peuple a l'impression qu'il n'est pas entendu. Les Français ne sont pas entendus. À chaque fois, on a la même phrase qui revient. Il faut en tirer les leçons, il faut en tenir compte. Mais on ne voit pas vraiment promulguer la loi en pleine nuit. Est-ce que ça, c'est une manière de dire aux gens, je vous ai entendu et j'en tire les leçons? D'abord, la loi n'a pas été promulguée en pleine nuit. C'est l'heure de parution au journal officiel qui arrive en pleine nuit, mais comme pour toutes les lois. Elle a été signée 2 heures après que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, c'est-à-dire en soirée et à une date qui était et à une heure qui n'était pas particulièrement tardive. Tirer les leçons, c'est ce qu'on a fait aussi pendant la crise Covid. Il y a eu une mobilisation extraordinaire de tous les territoires, de l'État avec les collectivités, et on a fait face ensemble. Tirer les leçons, ça a été le grand débat national qui avait été lancé, et puis tirer les leçons, c'est le dialogue qu'on a avec les Français. Je rappelle quand même que cette réforme, elle n'a pas été cachée. On l'avait tous dans le projet du président de la République, qui est arrivé largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle. On l'avait tous pour les candidats de la majorité. C'était 65 ans au départ. Elisabeth Borne a obtenu les 64 ans. Comme dans le projet des Républicains, c'était effectivement 65 ans au départ. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui a été caché. Après, il y a des vraies questions sur le fonctionnement de notre démocratie que vous posez et qu'il va falloir ouvrir et que le président de la République, je crois, et la majorité est prête à ouvrir. On va en reparler. On va faire tourner la parole. Vous voyez que les temps de parole, d'ailleurs, sont effectivement indiqués en bas de cet écran. Sébastien Imbert, cette séquence, pour vous, elle va se poursuivre. Les Français n'ont pas pris acte du fait que c'était terminé. Oui, écoutez, je pense qu'elle se poursuivra dans tous les cas dans les urnes, parce que les Français qui sont très largement opposés à cette réforme des retraites, je crois à 71% si on en croit les derniers sondages. Ça, c'est les Français globalement, 9 actifs sur 10 sont contre. Ils sont opposés, donc naturellement, la manière pour eux de pouvoir s'exprimer, alors qu'on a utilisé déjà le Conseil constitutionnel, et d'ailleurs on pourrait y revenir, sur, entre guillemets, la neutralité de nos institutions aussi, parce que dans ce Conseil constitutionnel, on retrouve des ministres qui ont été des collègues d'Emmanuel Macron, qui ont été dans des gouvernements avec Emmanuel Macron. Hein. C'est le cas, pour vous, le Conseil constitutionnel a été instrumentalisé ? Je ne sais pas s'il a été instrumentalisé, mais je pense que ça peut, à un moment donné, jeter le doute sur le fonctionnement de nos institutions et sur une certaine indépendance de ce Conseil constitutionnel. Donc maintenant, les Français ont encore une solution, c'est les urnes, c'est s'opposer à Emmanuel Macron dans les futurs scrutins et notamment la prochaine élection présidentielle, où nous reviendrons sur cette réforme qui est une réforme injuste, évidemment, Personne mais évidemment, bien sûr que si. Nous, ce que nous souhaitons, c'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans, et progressivement jusqu'à 62 ans et 42 annuités pour les autres. Mais ce qui est évident, c'est que cette réforme des retraites n'était pas urgente. Il n'y avait pas forcément lieu de la faire. Le Conseil d'orientation des retraites dit lui-même que le système restera équilibré jusqu'en 2070, qu'on a eu un excédent de 900 millions d'euros en 2021, et donc les projections du gouvernement sont totalement fausses. Voilà, au bout d'un moment... À court terme, en 2030, il sera déficitaire, comme le corps le dit, avec 10 à 12 millions, 10 à 12 milliards, évidemment. Sur une politique nataliste, puisque la France n'a jamais été aussi peuplée, mais ne fait pas
que les cotisants dans 20 ans soient suffisamment nombreux pour qu'on maintienne cet équilibre. Mais Marine Le Pen, effectivement, c'est son argument principal, il faut promouvoir la natalité. Aujourd'hui équilibré quand même jusqu'en 2070. C'est le corps qui le dit, c'est pas moi. À court terme, en tous les cas, il y a ce déficit. Alors, avant d'aller au-delà aller plus avant dans cette discussion, je vous propose ce petit graphique que vous avez tous vu, cette comparaison entre la France et les autres pays, quelques autres pays de l'OCDE, sur l'âge légal de départ à la retraite. Stéphane Viry, la France est donc à la lecture brute parmi les pays les plus protecteurs, on va dire ça comme ça, avec cet âge réel, cet âge à 62 ans. Il faut le tempérer avec l'âge réel moyen, puisque c'est quand même très très différent. À la lecture comme ça, on se dit bah oui, il faut y aller, mais c'est quand même une vision un peu simple et simpliste peut-être. Oui, en fait c'est un peu... Sur la question des retraites, on n'est pas allé au bout du sujet parce que le projet de loi proposé par le gouvernement et le véhicule choisi ne nous permettait pas d'aller au fond de la question du financement des retraites. La seule possibilité, effectivement, c'était globalement l'âge légal. Moi, je considère que notre système de protection sociale, puisqu'il est financé par de la cotisation sociale sur le travail, exigeait en amont un vrai débat sur la question du travail et de sa contribution dans la société. Comment la France considère le travail désormais? Et donc, comment on est collectivement en capacité de créer de la valeur à repartager pour nous protéger, pour accorder du revenu de remplacement, notamment par les retraites. Ça, on en a fait l'impasse et je déplore effectivement la méthode retenue par le gouvernement. Donc c'est la chronologie que vous auriez... Mais ça, c'est essentiel parce que, me semble-t-il, on aurait peut-être pu dans le débat, mais sauf qu'on n'a pas pu en raison du 47-1, on aurait peut-être pu s'interroger sur augmenter la durée du temps de travail pour qu'il y ait plus de temps de travail hebdomadaire, donc pour qu'il y ait plus de cotisations, plutôt que de demander 2 ans de plus à la fin de carrière. On aurait peut-être pu s'interroger sur la taxation d'une forme de numérique ou de l'intelligence artificielle qui supprime des métiers. Regardez, actuellement, vous allez dans un supermarché, vous n'avez plus de caissière très souvent, alors c'était des métiers pénibles, mais vous bornez, donc c'est un bulletin de salaire en moins, c'est de la cotisation en moins, c'est du financement en moins. Le métro actuellement à Paris, il est quasiment automatisé. Donc on a une économie qui évolue, mais on a un système de financement qui est encore adossé à un ancien modèle. Ça peut pas aller dedans. Alors, effectivement, on comprenne effectivement la comparaison des pays européens, c'est un indicateur, mais c'est pas que ça. On a en France un modèle singulier qui, me semble-t-il, est très solide en termes de pacte social. Le débat qui nous a été proposé n'a pas permis de rentrer dans le cœur du réacteur, ce qui, me semble-t-il, a provoqué beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère. Alors, en vous écoutant, on a envie quand même de vous poser la question, est-ce que vous auriez voté pour cette loi? Je n'étais pas à l'aise à l'égard de ce projet de loi. Politique fiction, mais elle se pose quand même. Non, je n'étais pas à l'aise avec ce projet de loi. J'avais d'ailleurs fait une contribution pour inviter à un autre projet de loi. J'avais préparé plus d'une centaine d'amendements pour apposer quasiment sur tous les articles des solutions. J'avais écouté les Vosgiens. Je souhaitais effectivement profondément modifier ce projet de loi. Après, il faut être cohérent avec soi-même. Je suis dans une famille politique qui effectivement considère que la mesure d'âge était un élément nécessaire pour restaurer financièrement... Tout le monde n'a pas voté en ce sens. Mais ne s'est pas positionné en ce sens dans votre famille politique. Moi, je le confirme, je n'étais pas à l'aise avec ce projet de loi et mon vote n'était pas acquis. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, publiquement, j'avais invité le gouvernement à retirer son projet de loi une quinzaine de jours avant la fin des débats parlementaires parce que le recours au 49.3 était inéluctable. Et pas uniquement du fait des oppositions. Dans la majorité, il y avait des députés qui ne voulaient pas voter ce projet de loi et c'était bien commode effectivement de masquer les divergences de la majorité en interdisant le vote pour tout à chacun. Mais tout le monde a dit aussi que le 49.3 avait bien arrangé votre famille politique, qui n'a pas eu besoin de se prononcer, justement écoutez, sur un sujet qui Quand on regarde les conséquences, notamment pour mon groupe parlementaire, je ne suis pas certain que le 49.3 ait arrangé une forme de cohérence et de stabilité, notamment par rapport aux 4 ans qui restent. Parce que le sujet maintenant, c'est effectivement, tout à l'heure vous remettiez en question l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est là pendant 4 ans. Je pense qu'il faut respecter le champ démocratique, il faut respecter l'ordre des choses. Il y a une Assemblée nationale qui ne donne pas de majorité absolue. Il faudra bien quand même pendant 4 ans qu'on trouve des solutions. On va y venir effectivement sur la méthode pour faire avancer le pays. Ça, on est curieux de vous entendre là-dessus. Adrien Bernard, on a vu donc cette courbe. Est-ce que pour vous estimez que les Français ont un désamour par rapport à leur façon de travailler aujourd'hui? Est-ce que vous allez jusqu'à cette conclusion-là? Ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette faculté qu'ont les Français effectivement à repousser cet âge légal de la retraite qui, on le voit, est quand même supérieur globalement? Il faut quand même prendre en compte, si je peux me permettre dans le graphique,
penser à la décote ou sans décote, hein, parce qu'en France, moi, si je veux partir à temps plein, je partirai à 67 ans. Ah, ça c'est sûr. Hein, quand on a pas à 62 ni à 64. Quoi, donc, c'est certain. Et c'est l'âge réel moyen, effectivement, dans tout cela. Alors, Adrien Bernard, votre conviction? Oui, par rapport à ce que monsieur vient de dire, comparer des systèmes de différents pays qui n'ont pas grand-chose en commun, ça n'a pas beaucoup de sens, d'autant plus avec ces chiffres-là. On voit l'Allemagne 67 ans, sachant qu'en vrai, la plupart des Allemands partent en moyenne vers 65 ans avec une grosse décote, et qu'en France, l'âge à 62 ans, c'est la même chose. Les Français partent en général un peu plus tard. C'est ça. Donc, mais le travail, c'est clair que c'est la question centrale. Nous, on veut la mettre au cœur du débat avec le Parti communiste. Mais sur le débat des retraites, je crois que d'une façon générale, il a été mal posé dans le débat public, parce qu'on est parti du principe que le gouvernement avait raison de dire qu'il y avait un problème des retraites. Alors, quand c'est la CGT ou le Parti communiste qui le dit, on ne le croit pas. Mais on a parlé tout à l'heure du Conseil d'orientation des retraites. J'ai ici juste, quand il a été interrogé, le président du Conseil d'orientation des retraites, Pierre-Louis Bras, par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le 19 janvier dernier, il déclarait « Les dépenses de retraite sont globalement stabilisées et même à très long terme, elles diminuent dans 3 hypothèses sur 4. Donc les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. » Voilà, je crois que le débat, il aurait dû être autrement sur comment on considère la retraite. Et pour nous, je vais citer le ministre du Travail communiste d'après-guerre, Ambroise Croizat, qui a mis en place la sécurité sociale avec l'appui de la CGT. Il disait « Nous voulons faire de la retraite, non pas l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. » Et je crois qu'un graphique qui aurait été intéressant plutôt de discuter, c'est l'espérance de vie en bonne santé à partir du moment où on part à la retraite. Et pour nous, les retraités, là aussi le débat a été mal posé, ce n'est pas seulement un coût pour la société. Il faut voir aussi tout ce qu'ils apportent, les retraités. En termes de bénévolat dans les associations, le nombre de retraités qui occupent des places électives dans les communes, qui gardent des enfants, qui font du jardinage. Enfin, la retraite, c'est une nouvelle étape de la vie, c'est pas seulement, vous n'allez pas représenter qu'un coût pour la société. David Valence, un mot là-dessus. Donc effectivement, sur cette aspiration à faire autre chose, effectivement, on sait qu'entre 60 et 65 ans, c'est sans doute l'âge de la vie où on est encore en capacité maximale pour faire autre chose que du travail rémunéré. Est-ce qu'il aurait fallu vraiment réfléchir, et est-ce qu'on va réfléchir désormais sur cet aspect-là qui est quand même capital et qui est une aspiration forte de nos concitoyens? D'abord, vous raisonnez en comparaison avec des pays européens. Il faut déjà dire que l'Europe, dans le monde, est le continent dans lequel les conditions de départ en retraite sont les plus favorables. Et donc, ce dont on parle, c'est d'un pays, la France, qui est le plus favorable ou un des plus favorables dans le continent, dans le monde, qui est le plus favorable. Je dis ça parce que parfois, on nous agite des modèles alternatifs, des modèles qui n'existent pas à l'étranger. Et en fait, la réalité du monde, c'est plutôt la réalité de la misère, souvent, quand les gens partent en retraite. Et ça a été évité par le système par répartition. Aujourd'hui, on a un chiffre qui est tout simple. On le sait tous, en 2050, à l'échelle de l'Union européenne, on aura 85 millions de retraités en plus, et on aura seulement 35 millions d'actifs entre 20 et 64 ans en plus. Et donc, il y a ce déficit de 50 millions à l'échelle de l'Europe, et qui existe aussi à l'échelle de notre pays. On n'a jamais vécu aussi longtemps. Et même si on peut tous souhaiter, et il faut faire des efforts pour notre système de santé, vivre plus longtemps en bonne santé, on n'a aussi jamais vécu aussi longtemps en bonne santé, quelle que soit sa profession, parce que ça s'est amélioré depuis 20 ou 30 ans. Les personnes qui partaient en retraite il y a 20 ans, elles partaient avec une espérance de vie pour les hommes qui était de 73 ans. Aujourd'hui, elle est de 79 ans. Et par exemple, dans un pays comme les Pays-Bas, vous le savez, on recule à chaque fois, pour une année d'espérance de vie gagnée, on recule de 8 mois l'âge de départ à la retraite. Moi, ce que je regrette, c'est que dans notre pays, quand il s'agit de concertation et quand les syndicats décident, comme c'est le cas pour la GIRC-ARCO, qui concerne des millions de salariés dans notre pays, eh bien, les syndicats se sont mis d'accord pour considérer qu'en effet, repousser l'âge de la retraite à 64 ans, c'était raisonnable quand ils gèrent le système eux-mêmes. Là, le gouvernement légifère. On peut discuter sur la méthode indéfiniment. C'est la même méthode qu'en 2003, c'est la même méthode qu'en 2010, c'est la même méthode qu'en 1993. Et ce que je regrette aussi, c'est que là où en 2019, quand le gouvernement avait proposé une première réforme des retraites qui était complètement différente, certains partis de gouvernement avaient proposé des contre-projets pour expliquer ce qu'ils voulaient faire eux, et défendant d'ailleurs la mesure à 65 ans. Là, on n'a pas eu de contre-projet dans le cadre de ce débat. On a eu un temps à l'Assemblée nationale pour débattre qui est de 30 heures supérieur au temps qu'on a eu sur la réforme Touraine. De 25 heures supérieures, on a eu 25 heures de plus que pour la réforme de 2010 sous Nicolas Sarkozy. Et donc, on a eu le temps de débattre. Et d'ailleurs, le projet a été adopté 2 fois par le Parlement, 2 fois par le Sénat. Et
sur la question de confiance a été engagée par le gouvernement sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est le 49.3 ? Le 49.3, c'est une façon pour un gouvernement de dire, et ça existe à l'étranger sous d'autres formes, une façon de dire ce texte est tellement important pour l'avenir de notre pays, parce qu'on ne gouverne pas seulement pour les gens qui vivent maintenant, on gouverne pour ceux qui seront là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ce texte est tellement important que s'il n'est pas adopté, je considère que je dois partir. Vous pouvez me faire partir. Et ce qu'ont dit une majorité de députés, c'est qu'ils ne souhaitaient pas le départ du gouvernement. C'est pour ça que le texte a été adopté. Donc moi, je pense que cette réforme est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle est plus juste que les réformes de 1993 et de 2003. Elle ne crée pas de nouvelles injustices entre les salariés proportionnellement par rapport à ce qui existait. En revanche, le ministre a dit que c'était plus injuste pour les femmes. En revanche, il faut tenir compte de cette colère sociale qui s'est exprimée et qui concerne l'amélioration des conditions de vie au travail et la répartition de la valeur créée par le travail. Et c'est un chantier qu'on doit ouvrir maintenant. Vous parlez de 2014. En 2014, sur la réforme Touraine, il y avait eu un effort de demander aussi aux entreprises. Là, dans cette réforme-là, les entreprises ne sont même pas concernées. Il n'y a que les salariés qui vont faire un effort de travailler 2 ans de plus. Comment vous expliquez ça ? D'abord, vous avez vu qu'un certain nombre de membres du gouvernement ont dit qu'ils souhaitaient ouvrir ce champ de la répartition de la valeur. Donc pas forcément faire financer les retraites par le revenu de l'activité ou le revenu des entreprises, mais plutôt mieux répartir la richesse créée en faveur des salariés. Moi, je voudrais aussi insister sur un élément, on n'en parle jamais, mais dans cette réforme, l'article 1, qui a été voté par l'Assemblée nationale en première lecture, est un article qui supprimait des injustices qui concernent des régimes spéciaux pour les électriciens, pour les gaziers, pour la Banque de France, pour le Conseil économique et social. Moi, j'avoue que dans l'hémicycle, je suis le député qui a le plus siégé pendant le débat des retraites. Ça a été relevé par un certain nombre de sites. Avoir entendu des députés d'extrême droite ou de gauche défendre le régime spécial du Conseil économique et social ou de la Banque de France, ou des gens qui cotisaient moins longtemps que les autres partaient avant les autres, j'avoue que parfois le raisonnement politicien produit des choses tout à fait surprenantes. Revenons à la contribution des entreprises. Mais il faut le dire parce que qui a dit que cette réforme supprimait des régimes spéciaux injustes où des salariés partaient avant les autres, alors qu'ils cotisaient moins longtemps? Qui l'a dit? C'est ça aussi cette réforme. Et ça, je sais que les Français, et les sondages le montrent, ils sont très largement majoritaires. Et il faut le rappeler. Mais ils sont quand même très largement majoritaires et l'opinion n'a pas changé tout au long de cette séquence parlementaire. Vous ne répondez pas à la question des entreprises. Pourquoi ne pas avoir demandé un effort aux entreprises? Parce que le modèle par répartition, c'est d'abord un modèle dans lequel ceux qui cotisent payent pour ceux qui, aujourd'hui, sont en retraite. C'est l'équilibre même du système par répartition. Aujourd'hui, le choix qui a été fait depuis plusieurs années d'alléger la fiscalité des entreprises, il produit des effets. Regardez, dans le bassin d'emploi dont je suis le représentant à l'Assemblée nationale, on était dans un bassin d'emploi qui avait jusqu'à plus de 15% de chômage. Aujourd'hui, on est à 9,5 selon les secteurs, Bruyères ou Saint-Dié-des-Vosges. Ça a fonctionné. Cette économie d'allègement de la fiscalité pour inciter les entreprises à investir, ça fonctionne, et ça fonctionne y compris dans les Vosges. Mais à l'heure où les entreprises, effectivement, ont fait des bénéfices, alors pas toutes, mais des bénéfices souvent records, en tous les cas, et ont été très largement aidés au moment du Covid, c'est vrai que la question se pose. Sébastien Habert, votre point de vue sur cette séquence-là, et surtout sur plus généralement, effectivement, ce rapport au travail des Français, et puis peut-être répondre à ce que vient de dire David Valence sur l'extrême droite qui a protégé parfois certains régimes spéciaux. Bon, d'abord, le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. Je pense que ça, il va falloir... Vous êtes le plus à droite de tous sur ce plateau. Oui, mais... C'est pourtant vrai. Pour les politologues, on l'a déjà évoqué nous sur ce plateau, pour les politologues, effectivement, les critères sont réunis pour... Alors, c'est de la sémantique pure, mais pour que le Rassemblement national soit considéré comme parti d'extrême droite. Mais bon... On n'est pas un parti antidémocratique comme certains voudraient nous le faire croire. Le fait de ne pas être démocratique, par exemple, c'est de court-circuiter le Parlement en utilisant 11 fois l'article 49.3. C'est vous qui venez de contester les institutions avec le Conseil constitutionnel. J'ai rien contesté. Vous sapez l'autorité de la République et de la démocratie. J'ai rien contesté. J'ai dit que le doute pouvait s'installer chez les Français, puisque à un moment donné, la question de la neutralité peut se poser. Voilà. À partir du moment où au Conseil constitutionnel, vous avez des membres qui ont été des collègues d'Emmanuel Macron, qui ont participé au même gouvernement qu'Emmanuel Macron, je crois que les Français peuvent se poser des questions. Sur la question des graphiques, des comparaisons avec les autres pays d'Europe, je crois qu'on n'a pas forcément
besoin de s'aligner systématiquement sur nos voisins. Je pense que la France est une grande nation, qu'on est capable aussi de décider par nous-mêmes, sans systématiquement s'aligner, et à un moment donné d'écouter la volonté du peuple français. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la motion de censure aurait pu être votée à 9 voix près. Je crois que les Républicains, malheureusement, dans cet épisode-là, ont été la béquille du système Macron, peut-être parce qu'un certain nombre d'entre eux ont senti leur siège en danger. C'est pas le sujet. Je vous assure que c'est pas le sujet. Quand on siège à l'Assemblée, et David Valence le disait, réellement, on pense au pays, on pense pas au parti. En tout cas, moi, c'est ma ligne depuis plus de 5 ans. Alors, moi, je refuse véritablement de me laisser abîmer par ces choses-là. Je ne suis la béquille de personne. Moi, je ne me positionne pas par rapport à Emmanuel Macron. C'est pas mon problème. Et que le projet de loi il soit sur les retraites ou sur un autre sujet, et qu'il vienne d'Emmanuel Macron ou pas, je le regarde par rapport à la France. Vous comprenez ? Le rôle d'un député, moi, mon curseur, c'est pas Emmanuel Macron. Le rôle d'un député, c'est de se faire le relais des Français au sein de la représentation nationale. Et lorsque vous avez un automate les Français qui sont sont le bouton. majoritairement hostiles à ce gouvernement-là, vous deviez les suivre. Mais sur tous les sujets, en ce cas-là, vous supprimez la fonction même du député. Bien sûr que si. Donc ça signifie qu'un député le matin, il se lève, il regarde les enquêtes d'opinion publique sur tous les sujets, et ce n'est que le greffier de l'opinion publique. Mais c'est pas ça être député. Que votre parti fonctionne comme ça à l'Assemblée, que mes collègues députés, dont je respecte l'élection, soient totalement aux ordres, ne puissent pas s'exprimer, soient interdits c'est le cas. Et globalement, quelle est leur utilité ? C'est ça le vrai sujet à poser par rapport à leur électeur. Mais n'abîmez pas la fonction parlementaire, par méconnaissance ou par stratégie. Je ne l'abîme pas, simplement, voilà, on connaît le... Vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas dans l'erreur, non, c'est vous qui êtes mal à l'aise peut-être de ne pas avoir voté la Mais pas du tout, ça fait 5 ans et demi que je travaille de cette façon. Ça fait 5 ans et demi que j'ai ce rapport avec mon territoire. Ça fait 5 ans que j'ai cette liberté de voter et de proposer sur les retraites comme sur un autre sujet. Faut reconnaître quand même sur le parti. C'est vrai que c'était malaisant pour vous. Mais je l'ai dit tout à l'heure, de moi-même. Oui, bien sûr. De moi-même. Puisqu'il y avait effectivement où je vote et je fais... Mais que là, qu'on réduise effectivement une pratique, un comportement, un regard sur le pays à une histoire de béquille, c'est faux. La liberté, Éric Ciotti ne vous l'a pas laissé, puisqu'il avait menacé ceux qui voteraient la motion de censure de les virer du groupe des Républicains. Est-ce que ça veut dire que les députés RN ont de la liberté à l'Assemblée nationale par rapport à Marine Le Pen ? À chacun de leurs discours, ils la citent, et on sent bien que c'est le petit livre bleu foncé qu'il faut citer à chaque fois. Vos députés sont tous alignés comme des petits pois. Derrière leur chef. Ça montre qu'il n'y a pas de division déjà au sein de notre groupe. Donc ne donnez pas des leçons de liberté aux autres députés, pardon, mais... Alors on peut deviser longtemps effectivement sur le côté rigoriste ou en tous les cas suiviste des députés ou de tel ou tel. Par contre, c'est vrai que Laurent Wauquiez, par exemple, aujourd'hui, a regretté, vous avez entendu sans doute, de ne pas avoir donné plus de consignes aux députés LR au moment Mais les consignes, la question, est-ce qu'on les aurait écoutées ? En tout cas, moi, est-ce que je m'en serais, comment dirais-je, je les aurais suivis ? Je ne l'ai jamais fait. Je suis un homme de droite, j'ai ma façon de penser par rapport à des idées, par rapport à des valeurs. Mais jamais, sur aucun sujet, sur aucun texte, je ne suis allé chercher une instruction ou une consigne de vote. Moi, en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, effectivement, au niveau du groupe parlementaire LR, il peut y avoir effectivement une forme de trouble. Il peut y avoir effectivement, pour l'opinion publique, un doute sur la façon dont on fonctionne. Mais je dis tant mieux, parce qu'on n'est pas là, effectivement, pour représenter un parti politique à l'Assemblée. On est là pour représenter ce que l'on croit utile au pays. Alors Laurent Wauquiez peut s'exprimer, Xavier Bertrand doit le dire également, mais tant mieux, ils nourrissent le débat public. Mais moi, je ne suis le sujet de personne. Adrien Bernard, sur cette, on va parler un petit peu des conséquences, et clairement, tous les sondages d'opinion le montrent également, tous les courants politiques sortent éreintés de cette séquence. Votre formation politique aussi a été largement pointée du doigt. Alors, formation, je ne sais pas si c'est vraiment votre formation, vous êtes communiste, aujourd'hui on s'aperçoit que Fabien Roussel prend un peu de distance par rapport à la NUPES, qu'il juge dépassée. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à la façon dont le travail parlementaire de la NUPES a été fait ? La NUPES, ce n'est pas une organisation, c'était un accord électoral qui s'est traduit par un intergroupe à l'Assemblée nationale. Personne ne parle de sortir de cet intergroupe, mais vous êtes des observateurs avisés de la vie politique. Vous avez pu constater que l'objectif qui était de créer une dynamique et un rassemblement plus large n'a pas pris. Donc
à terme, effectivement, il faudra se poser la question de comment on a construit ce rassemblement et de voir ses limites. Mais pour le terme, enfin, vous dites à terme, je crois que Fabien Roussel, pour lui, c'est déjà le terme. Hein, oui, mais il est toujours en train de travailler avec les autres députés des autres groupes. Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas de faire les constats, de dire que notre parti, le Parti communiste, c'est souverain et qu'on a une façon de faire, de fonctionner en interne qui est différente que celle de la NUP. Mais pour recentrer le débat par rapport au travail, je voudrais quand même revenir plutôt sur le travail, puisqu'on en parlait. La crise sociale que traverse à l'heure actuelle le pays, c'est clairement une opposition classique entre le travail et le capital. C'est-à-dire que pour une majorité de Françaises, de Français, de travailleurs, c'est la galère. Les salaires, ils stagnent, les pensions, ils stagnent, et dans le même temps, il y a une inflation record, et notamment dans le domaine alimentaire et dans le domaine de l'énergie. Et en même temps qu'il y a cette galère pour une majorité, on voit qu'à côté de ça, vous l'avez évoqué tout à l'heure, chaque jour, c'est il y a des profits records dans tel groupe, il y a des records de dividendes qui sont versés dans tel groupe. Donc le décalage, il est là entre la richesse immense qu'il y a en France et en même temps le fait qu'elle soit accaparée par une minorité. Et donc je crois que le sujet central, notamment au niveau du travail, c'est comment on répartit la valeur que le travail crée. Certes, mais il y a quand même eu cette séquence parlementaire qui a abouti à un 49.3 qui était tout près de faire basculer les choses à 9 voix près. Est-ce que les outrances peut-être de certains députés dans l'hémicycle ont conduit à ce non-basculement, hein? Je sais qu'à droite, ça a été beaucoup dit. Le député Christophe Negelen, qu'on avait invité, qui n'a pas pu se rendre disponible, nous a dit aussi qu'il ne pouvait pas voter cette motion de censure à cause des outrances et de la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce point de bascule... C'est le groupe de M. Negelen qui a déposé la motion de censure. Certes, donc, mais Jean-Luc Mélenchon n'est plus député, c'est pas le sujet. C'est le sujet quand même. À 9 voix près, on se dit où sont les voix qui ont manqué. Il y a une responsabilité des députés vosgiens qui ont... L'ombre tutélaire de Jean-Luc Mélenchon sur l'Assemblée plane beaucoup. Il est souvent dans la tribune, il est souvent dans la salle. Moi, je suis communiste, donc Jean-Luc Mélenchon, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de parler de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes en alliance politique avec. On le voit tous les jours et toutes les semaines à l'Assemblée. Vous êtes en alliance politique avec et vous ne pouvez pas vous désolidariser comme ça de pratiques politiques Fabien qui effectivement posent difficulté à la démocratie. Alors, la NUP, c'est pas une organisation politique, je le répète, donc on est totalement libre. Vous êtes dans un parti, vous vous dites que vous êtes libre. Moi, je suis dans mon parti, effectivement, on est libre de Jean-Luc Mélenchon, donc n'essayez pas de... Non, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas... Je reviens sur la crise sociale, il y a aussi, comme vous le dites, une crise politique, une crise démocratique. Mais la crise politique, elle vient surtout, d'abord, de la part du gouvernement et de Macron, qui a un exercice du pouvoir qui est plein d'arrogance, plein de mépris et plein d'autoritarisme. Et il se sert pour cela d'une constitution d'une 5e République qui est à bout de souffle. Et on a beaucoup parlé du 49.3, mais tous ces outils-là posent un vrai problème démocratique. Et les chiffres de participation aux dernières élections doivent nous alerter sur le niveau de la crise démocratique qu'on est en train de vivre. Je crois qu'il est temps... Pas sûr que cette séquence améliore les choses. Ça, eh bien oui, mais justement, le problème, celui qui bloque tout, c'est quand même à la base M. Macron. Vous ne pouvez pas gouverner indéfiniment contre l'opinion majoritaire de votre pays. Vous ne pouvez pas gouverner à ce point tout seul en méprisant les paroles des organisations syndicales et en venent même affirmer sur ce plateau qu'il n'y avait pas d'alternative au projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Chanter la Marseillaise pendant que la Première ministre est en train de s'exprimer à l'Assemblée nationale, je ne vois pas trop ce que ça apporte au débat. C'est pas les communistes qui ont fait ça, mais ça se faisait déjà il y a 50 ans. Bon, est-ce qu'on disait il y a 50 ans Est-ce que ça apporte quelque chose dans le débat et est-ce que c'est constructif? Plus indigne. Oui, c'est moi, j'ai choisi un truc sobre. Voilà. Non, mais moi, tous ces petits sujets-là, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est... Vous êtes en train de parler de crise démocratique et on empêche la Première ministre de s'exprimer. Non, mais attendez, 11e 49.3, vous empêchez d'abord les députés de s'exprimer. C'est d'abord ça, le 49.3. C'est pas on empêche la Première ministre de s'exprimer, c'est d'abord empêcher les députés de voter. Et les députés de la NUPES, il y avait une moyen au moment du débat sur la réforme des retraites, les députés de la NUPES, pour que le débat aille au bout, ont retiré 1000 amendements. Alors, déjà, on se demande pourquoi avoir déposé 1000 amendements qu'on peut se permettre de retirer, qui sont apparemment pas essentiels. Il en restait des milliers. Oui. Mais peut-être que si on n'avait pas utilisé d'abord, je crois que c'est le 47.1 qui limitait le débat parlementaire à 2 semaines, peut-être que ça aurait permis d'avoir un débat plus large. Ensuite, là, vous parlez des députés insoumis. Encore une fois, moi, mon groupe a fait un travail remarquable sur ce sujet et je n'ai pas à justifier les actes. Moi, mon travail parlementaire a été empêché dans le débat parlementaire sur les retraites. Les 100 amendements que j'avais préparés, c'est du travail en amont qui s'inspirait de ce que les Vosgiens m'avaient dit. J'ai été empêché de les défendre parce que les députés de la NUPES, par leur obstruction, ont interdit aux autres députés d'être utiles au débat et de chercher à modifier le projet de loi du gouvernement. C'était ça mon intention.
c'était pas ma réforme. Je voulais qu'on traite la question. Vous défendiez les 65 ans pendant la campagne, effectivement. Je voulais effectivement une autre solution pour d'une retraite plus juste. J'ai été empêché de le faire. J'ai été privé d'exercer mon mandat par une pratique parlementaire totalement dérivante, totalement irresponsable et totalement irrespectueuse. Et sur l'âge légal, par rapport à la question d'Adrien Bernard, c'était pas la pierre d'achoppement pour vous sur cette réforme, votre famille politique soutient effectivement. Mais on l'a toujours dit, c'est pour ça qu'il faut avoir une cohérence, mais pour moi, c'était pas ça le cœur de la réforme. Il y avait des mesures sur les carrières longues, des mesures par rapport aux femmes, des mesures par rapport à la pénibilité. Donc, en phase avec l'article 7, clairement. Le sujet était là, et le sujet, c'était le financement, mais pas que par l'âge légal. Je l'ai dit déjà tout à l'heure. Et on n'a pas pu en parler parce que les députés de la NUPES nous ont interdit de le faire. On me dit, il y a les députés de la NUPES qui ont déposé plein d'amendements, vous dites vous-même, à vous tout seul, vous en avez déposé 100. Tant mieux. Écoutez, c'est le boulot des parlementaires de déposer des amendements, il me semble. Donc après... il y avait vraiment des amendements farfelus qui étaient vraiment destinés à faire de l'obstruction. 20 000 amendements chacun se sert des outils. Sur lesquels vous déplaciez une virgule et qui avait aucun sens. Et je voudrais rajouter une chose, parce qu'aujourd'hui, on voit la NUPES et la gauche, de manière générale, qui se dit opposée à la réforme des retraites. Ces mêmes personnes ont appelé à voter Emmanuel Macron au soir du premier tour de l'élection présidentielle, sachant qu'Emmanuel Macron n'avait annoncé pendant sa campagne présidentielle qu'une seule mesure, c'était l'allongement de la durée de cotisation. Ça, quand même. Non, c'était la seule mesure audible. Et donc, au final, vous n'avez pas la légitimité de vous opposer à cette loi, puisque vous ne vous êtes pas opposé à Emmanuel Macron. Voilà, vous le saviez. Je veux bien que le FN fasse des simagrées pour se faire croire qu'ils sont les premiers opposants de France, mais qu'est-ce qui se passe en fait à l'Assemblée par rapport aux retraites? C'est quoi la proposition du FN? C'est notamment de supprimer les cotisations sociales pour augmenter les salaires. Vous supprimez les cotisations, vous supprimez la Sécu, vous supprimez la retraite par répartition. Et par ailleurs, puisqu'on en parle, qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale? Vous avez voté avec les députés macronistes, avec M. Valence, contre l'augmentation des salaires et du SMIC. Vous avez voté contre le retour de l'impôt sur la fortune pour les riches. Vous avez voté contre le blocage des prêts. À un moment donné, moi je veux bien qu'on parle d'opposition, mais les Français doivent savoir quand même, ceux qui nous regardent, les Vosgiennes et les Vosgiens, il y a ceux qui avancent masqués, qui se font passer pour l'opposition, mais méfiez-vous quand même de ceux qui avancent masqués, car en jeu définitif, c'est souvent les plus dangereux. Et si nous n'appelons pas à voter pour vous, c'est parce que jamais, au grand jamais, on ne s'alliera avec l'extrême droite, parce qu'on sait ce que vous représentez dans le pays. Sébastien Imbert, c'est vrai que cette posture-là d'être au-dessus de la mêlée, et alors qui a porté ses fruits visiblement, si on en croit les sondages d'opinion, on va rappeler quand même la position du RN par rapport à cette réforme des retraites. Alors Jean-Marie Le Pen, lui, était clairement pour une réforme à 65, pour porter l'âge légal à 65 ans. Marine Le Pen, c'est quand même assez flou. Hein. Alors, ça change tous les deux. Ça change au gré des 60 sondages. ans, effectivement, et 40 années d'annuité pour ceux qui ont démarré avant 20 ans. Pour le reste, effectivement, et il y a le problème des cotisations que vient de mettre en avant Adrien Bernard. Donc, on vous a reproché clairement de vous planquer aussi, les députés du Rassemblement national. Il y a une position vraiment à éclaircir quand même. Hein. Personne ne s'est planqué. Le Rassemblement national a pris part au débat à l'Assemblée nationale. 200 amendements. 200 amendements, oui, effectivement. Mais ce n'étaient pas des amendements farfelus, comme on a pu le voir avec et une motion de censure. La motion de censure pour défendre les régimes spéciaux. Les amendements pour défendre les régimes spéciaux. Ne soyez pas caricaturaux. Mais si, mais il y en avait. Enfin, je veux dire, j'étais là, moi, vous n'y étiez pas, mais vous avez défendu les régimes spéciaux avec des amendements. Enfin, factuellement, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'est pas la question. La question, c'est pas... Non, au nom de quoi ? À un moment donné, il y a aussi des régimes spéciaux qui méritent d'exister. La Banque de France le Conseil économique et social. C'est pas la question. Mais vous en avez déposé, regardez. C'est pas la question. Vérifiez. Ne soyez pas caricaturaux. Allez dans le détail de ces amendements. Mais moi j'étais là, je veux dire, j'ai suivi. J'ai entendu des députés d'extrême droite ne s'exprimer quasiment jamais effectivement pendant le débat sur la réforme des retraites. Et je veux bien donner le point à M. Bernard sur le fait que les communistes dans l'hémicycle, comme d'ailleurs de manière générale, se comportent de façon beaucoup plus digne que leurs partenaires de la France insoumise. Mais la réalité, c'est que le Rassemblement national a proposé extrêmement peu de choses pendant qu'on a débattu. Et quand il a proposé des choses, c'était pour défendre ceux qui étaient privilégiés. Alors c'est quand même assez paradoxal, je trouve. Alors, Sébastien Imbert. Non, c'est tout à fait faux. Non, ce qui est important et ce qui était au cœur du sujet de cette réforme des retraites, c'était l'article 7. Et donc, nous, on a été tout à fait clairs, et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est 60 ans, 40 annuités. Et c'est pas, je veux dire, quelque chose de nouveau chez nous,
puisque c'était déjà le cas lors de la présidentielle précédente. Ce qu'on souhaite, c'est également que ça soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, progressif, c'est-à-dire ne pas dépasser les 62 ans et 42 annuités. C'est un véritable choix de société qu'on fait là. Vous savez, on est dans un département qui est un département ouvrier. Allez dire à des ouvriers qui sont cassés, qui ont commencé à travailler tôt, bien souvent avant 20 ans, d'aller travailler 2 ans de plus. Allez leur dire, pour beaucoup qui arrivent en retraite, pour tous ceux qui arrivent en retraite en mauvaise santé, parce que c'est ça aussi la réalité, c'est que l'espérance de vie en bonne santé diminue, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc c'est un choix de société qu'on fait là quand on propose. Et vous financez comment alors? Vous financez comment? On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, le Conseil d'orientation des retraites nous dit que le système est stable. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose... Il nous dit quand même qu'il y a un déficit Non, ça c'est des projections. Pour le coup, ça, c'est des projections du gouvernement. On a également des économies à faire sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, sur l'immigration. Ça représente des centaines de milliards d'euros. Parce que si vous revenez à 60 ans, il y aura encore moins d'actifs, encore plus d'inactifs. C'est ce que disait M. Valence tout à l'heure. C'est une mesure de justice sociale. Bien souvent, quand vous avez commencé, plus vous commencez à travailler jeune, plus vous êtes dans un métier physique, dans un métier difficile. On sait que les métiers intellectuels, on démarre plus tard, puisqu'on fait des études plus longues. Donc, c'est une mesure de justice sociale envers les personnes qui ont commencé à travailler tôt. Les gens qui ont commencé à travailler à 17 ans, ils ne partiront pas à 64 ans. Tout le monde le sait avec cette réforme. Donc, il faut arrêter de faire croire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas dans le texte. Moi, travaillez, regardez un petit peu ce qu'il y a dans le texte. Ne racontez pas que les gens qui commencent à travailler à 16 ans vont partir à 64 ans. C'est faux. Le paradoxe, c'est que quand on avait la retraite à 60 ans en 1981, quand vous commenciez à travailler à 14 ans, vous cotisiez 46 ans. Quand vous commenciez à travailler à 22 ans et demi, vous cotisiez 37 ans et demi. C'était injuste. Depuis 2003, il y a des mesures qui permettent aux gens qui commencent à travailler tôt de partir avant l'âge légal. Et ces mesures-là, elles ne sont pas affaiblies par le texte, elles sont renforcées. Donc ça, je crois qu'il faut quand même le dire. Vous savez, les grandes perdantes, c'est les femmes qui, bien souvent, ont eu des pauses dans leur carrière. Les mesures en faveur des femmes sont restées dans le texte validé par le Conseil constitutionnel. Elles se sont occupées de leurs enfants, etc. Il y a eu des pauses dans les carrières, bien souvent. Et c'est elles les grandes perdantes de cette réforme, malheureusement. Il faut quand même donner acte que le texte issu de la commission mixte paritaire apporte des avancées et apporte des droits nouveaux. Alors effectivement, il y a cette mesure non admise par les Français majoritairement du report de l'âge légal à 64 ans, mais ce n'est pas un texte néant en termes de droits nouveaux et en termes de garanties supplémentaires pour celles et ceux qui auront travaillé. Certes, mais il y a eu gros cafouillage, David Valence, sur les chiffres réels, c'est-à-dire cette pension rehaussée à 1 200 €, alors qu'il y a du brut. C'est pas un cafouillage, c'est un mensonge, il faut dire les mots. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait le sentiment que c'était des millions de personnes concernées. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien combien. D'ailleurs, je ne sais pas si... 1,8 million de personnes qui actuellement sont en retraite. Ça, c'est le stock des personnes qui sont déjà en retraite et qui vont en bénéficier. Et puis, il y a un problème de communication là-dessus, à minima. Non, mensonge, ça appartient à Adrien Bernard. Il y a une confusion qui a été entretenue entre le nombre de nouveaux retraités qui chaque année entrent dans le système et qui en bénéficieraient, ça c'est plusieurs dizaines de milliers, et le nombre de personnes actuellement en retraite qui bénéficieraient de ces 1 200 € bruts pour une carrière complète. Et donc la confusion, elle a été entretenue. Mais le fait est, moi j'ai reçu des dizaines et des dizaines de citoyens pendant ce débat. Je me souviens très bien d'une ATSEM, donc quelqu'un qui travaille dans les écoles, qui avait fait son calcul et qui, parce qu'elle n'était pas déclarée... Salariée par les mairies. Parce qu'elle n'était pas déclarée, elle ne faisait pas cette activité-là en début d'activité. Elle a commencé à travailler officiellement à 22 ans. Elle partira, selon le système actuel, à 65 ans. Et quand elle faisait son calcul, elle voyait qu'elle toucherait une pension de 1 034 €. Avec effectivement cette réforme, avec une carrière complète, elle sera à 1 200 € brut. Donc il y aura bien des bénéficiaires. Alors qu'il y a des avancées. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes et aujourd'hui, 1,8 million de personnes. Alors comment est-ce que vous expliquez que malgré tout, il y ait cette constance dans l'opinion générale des Français
qui sont quand même pas totalement idiots, hein, et qui voient les choses et voient y compris ce qui se passe à l'étranger. Comment est-ce qu'on explique quand même cette constance de repousser en bloc cette réforme et cet âge? Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Alors c'est vrai que les institutions françaises sont peut-être pas organisées totalement pour ça, mais on a quand même ce sentiment que le compromis n'existe pas chez nous. C'est-à-dire qu'on bute sur une position de principe ou en tous les cas quelque chose qui fait référence en la matière, c'est-à-dire l'âge légal. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avancer petit à petit en disant, bon, on repousse l'article 7 à plus tard, et aujourd'hui, on ne sait pas faire ça en France, avec un Parlement qui est quand même avec une majorité relative. Hein. En tout cas, on pourrait souhaiter tous collectivement qu'on soit dans un système vraiment paritaire, avec une gestion qui se fasse vraiment avec les organisations syndicales, comme c'est le cas pour l'Agirc-Arrco, où il y a des décisions qui ont été prises pour repousser l'âge de départ à la retraite. Là, aujourd'hui, et à chaque fois en France, et c'est ça la grande différence par rapport à nos voisins européens, la plupart d'entre eux, en France, c'est le politique qui décide de cela, c'est pas les organisations syndicales et le patronat. Et j'ai envie de dire, c'est un politique qui négocie. Non, c'est pas un seul politique, parce que le texte actuel, tel qu'il est aujourd'hui la loi de la France, ce texte n'est pas le même que celui que le gouvernement a soumis. Amendé, oui. Il a été enrichi par des dizaines et des dizaines d'amendements, y compris au Sénat. Donc c'est pas le même texte. C'est jamais facile d'expliquer aux hommes et aux femmes de notre pays qui vont partir un peu plus tard, c'est-à-dire avec cet âge de 64 ans en 2030, et donc en repoussant de 3 mois par année. On ne dit pas qu'une réforme des retraites est facile. Chacun s'est cassé les dents dessus, en 2003, historiquement. En 2010, c'était difficile aussi. Moi, ce que je dis, c'est que, encore une fois, la meilleure façon de tirer les leçons de cette contestation qu'il faut considérer avec sa dignité, c'est de travailler aujourd'hui sur les conditions de travail et sur la répartition des fruits du travail. Ça, chacun s'accorde là-dessus. La chronologie, par contre, c'est un peu différent. On en revient au début. On en revient aussi au soir même de l'élection d'Emmanuel Macron, qui disait « Je sais qu'il y a une grande partie des Français qui n'ont pas voté pour moi par adhésion à mon programme, et ce résultat m'oblige. » Force est de constater que ça ne l'a pas obligé longtemps, et que, contrairement à ce qu'il a dit, les syndicats, et je veux saluer aussi l'intersyndical uni, qui a un mouvement historique en France, avaient fait des propositions, et ce serait bien qu'on en parle aussi, notamment sur... et que les communistes ont défendu à l'Assemblée, sur la taxation des revenus du capital, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a des records de dividendes qui sont versés. Cet argent-là, des dividendes, c'est le produit du travail, il vient du travail. Et donc les salaires, c'est la même chose, mais les salaires, ils cotisent. Par contre, les dividendes, ça profite qu'à une minorité, et ça ne cotise pas. Donc il y a peut-être des sources de financement à chercher ailleurs. Et j'en reviens quand même sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de problème des retraites. On entend beaucoup ça dans les cortèges. Hein. C'est certain, effectivement, cette dichotomie entre... Alors pourquoi les autres pays européens prennent des mesures comparables à celles que la France pose? Je me demande. Non, mais là, personne n'a rien essayé de faire ailleurs. croire qu'on est obligé de faire comme ça. C'est pas vrai. Le socialisme dans un seul pays, ça n'a jamais fonctionné. Certes. Sébastien Habert, comment est-ce qu'on en sort et qu'est-ce qu'aujourd'hui il vous paraît urgent de faire? On va avancer dans cette émission. Je pense qu'on aurait dû d'abord faire un référendum sur cette réforme des retraites. À un moment donné, on a un gouvernement qui utilise le 49.3, on a une motion de censure qui presque était votée, à un peu de choses près. Oui, à 9 voix près, oui. Mais elle n'a pas été. Mais 9 voix près, je veux dire, il faut en tirer quand même les leçons. Je pense qu'à un moment donné, si on veut en sortir par le haut, il y a effectivement le référendum sur quelle question? Un référendum, il faut une question précise. Est-ce que ça sera seulement le report de l'âge légal? Est-ce que il y a beaucoup de questions qui se posent quand même sur les retraites. Hein. Pour ou contre la réforme des retraites? Puisque aujourd'hui, je pense que les Français y sont opposés globalement. Donc, et qu'elle n'était pas urgente. On se demande pourquoi le gouvernement s'est acharné sur cette réforme, alors qu'il n'y a pas de chiffres alarmants qui nous disent il faut tout de suite faire cette réforme. Alors on peut anticiper les choses avec nous, on l'a dit, effectivement il faut une politique nataliste en France. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus cette politique-là. Il faut encourager les jeunes couples à faire des enfants et notamment avec toute une série de mesures comme nous avions proposé à... On en a plus qu'ailleurs en Europe quand même, des enfants. En présidentielle. À la dernière présidentielle. C'est vrai qu'on fait plus d'enfants en France qu'ailleurs en Europe, ça c'est sûr. Et un mot également peut-être sur l'égalité des salaires hommes-femmes. Hein. Ça a été évoqué aussi, qui aurait pu peut-être aussi faire accroître les cotisations. C'est une des solutions qui a été écartée par Emmanuel Macron et qui, lors de ses interventions à la télé... C'est un coût, hein, évidemment. C'est un coût. Du coup, on ne fait pas l'égalité hommes-femmes. Les femmes ne doivent pas être payées autant que les hommes. Bien sûr, c'est un coût, mais en même temps, ça rapporte des cotisations. Et de la même façon, si vous augmentez les salaires, parce qu'à l'heure actuelle,
nous explique qu'on ne peut pas augmenter les salaires parce que ça va faire l'inflation, mais l'inflation, elle est déjà là. Si vous augmentez les salaires, de fait, il y aura aussi des cotisations en plus. Toutes ces solutions-là, elles existent, elles ont été balayées d'un revers de la main par Emmanuel Macron, qui dit, moi, ça ne me fait pas plaisir, mais je me sens obligé. Bon, il faut arrêter. Puis aujourd'hui, on nous dit, on va faire 100 jours pour apaiser, on va passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. Vous ne pouvez pas mépriser à ce point les syndicats et la mobilisation sociale en cours, et puis, dans la minute qui suit, dire... Eh bien écoutez, je vous propose, on va faire un peu de yoga puis on va parler d'autre chose. C'est une blague. Avec ce qui a beaucoup étonné, c'est cette mobilisation dans les villes moyennes. On est évidemment. Bien sûr, à Épinal, pour vous tout le dire, j'ai rarement vu, même jamais, des manifestations à 10 000 personnes à Épinal. C'est qu'il y a un souci dans le pays et que c'est le reflet aussi de cette crise sociale, démocratique et politique que traverse notre pays. Et je crois qu'il est temps de tourner la page de ça et de proposer autre chose. C'est exactement ce que j'allais vous proposer. Ça tombe bien. On vient donc, vous parliez des entreprises, de vivre quelques mois d'activité économique florissante. C'est aussi le paradoxe, avec de gros investissements. Philippe, vous l'avez vu mentionné aussi dans les investissements dans le poids lourd de l'économie vosgienne. On va penser à Norske Skog, Eger, Inotera, Lucart, l'activité bijouterie à Saint-Dié avec Orest et Aurigan, les copards de Chavelot, la liste est non exhaustive. La question, c'est aussi quel accompagnement politique sur notre territoire avec une majorité d'élus dans l'opposition et ou se déclarant sans étiquette, ce qui réduit forcément l'influence dans les sphères de pouvoir. Stéphane Viry, qu'en est-il aujourd'hui? Non, c'est totalement erroné ce que vous dites. Factuellement... c'est totalement erroné. Moi, à l'espace de 6 mois, j'ai passé plus de temps dans les ministères que dans les 5 ans précédents. Est-ce que vous avez les mêmes leviers qu'un député qui serait... Mais peut-être plus, parce qu'on a besoin, effectivement, d'entendre notre voix, peut-être de nous associer. Il y a une majorité relative en France. Moi, je suis un député d'opposition, mais je ne suis pas dans l'opposition à la France. Et comme je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron n'était pas mon candidat. J'ai fait le choix de ne pas être qualifié de Macron compatible, mais ça ne signifie pas que je suis un anti. Et moi, je prends acte d'une situation politique qui fait que pendant 4 ans, il faut bien trouver des solutions. Et moi, en tant que député d'opposition, j'ai le devoir d'être utile à mon pays et de regarder ce que le gouvernement peut mettre sur la table et, le cas échéant, de m'y associer, sans me dénaturer, sans me parjurer. Moi, je ne crois... Bon, je vous donne le fond de ma pensée. Pour moi, le macronisme, c'est fini. Vous n'avez pas voté la motion de censure, mais ça n'a rien à voir, monsieur, parce que vous essayez de caricaturer et de les réduire à sa plus simple expression. La motion de censure a supposé qu'elle a été votée. Est-ce qu'il y aurait eu une solution de gouvernement alternative? Est-ce que là, vous auriez fait un accord avec le Rassemblement national pour remplacer Madame Borne? Franchement, vous auriez provoqué un chaos encore plus supérieur dans le pays. Moi, le chaos, il est déjà là et c'est Emmanuel Macron qui le porte. Mais écoutez, mais comment on en sort? Moi, je veux bien vous écouter, mais comment on en sort? Moi, je veux bien, effectivement, peut-être être dans l'opposition et taper comme un sourd contre Emmanuel Macron, considérer que rien ne va bien. Où le pays va aller pendant 4 ans? Il faut regarder la réalité en face. On est dans une situation de crise au pluriel. Crise démocratique, vous l'avez dit, crise sociale, crise énergétique. Mais globalement, que fait-on? Moi, il est de ma responsabilité, mais pas de faire de la politique aérienne. Je suis député et je dois être utile à mon pays et à mon territoire. Donc quand je peux effectivement aller prendre un point pour les Vosgiens, quand je peux aller arracher quelque chose, c'est pas parce que je suis dans l'opposition que je vais me dire « Ah, je vais pas le faire parce qu'on va me dire que je suis une béquille ». C'était pas ma question, c'est est-ce que vous avez le même poids Bien sûr que oui, mais je le vois. Écoutez, j'ai passé, je vous le dis, mais je n'en fais pas écho, je ne le rends pas public. J'ai passé la semaine dernière 3 rendez-vous majeurs avec des ministres de premier plan pour des dossiers vosgiens. Mais bien sûr que je suis écouté, mais bien sûr que je rapporte. Vous dites que vous ne voulez pas vous dénaturer. Revenons un peu sur la réforme des retraites. Vous avez proposé en 2021 l'index senior. Votre groupe, plus que ça. Ouais, plus que ça. Plus que ça. Votre groupe a voté contre. Mais bien sûr, pourquoi? Et vous n'avez même pas été voté. Mais pourquoi? Vous n'avez pas été voté. Mais pourquoi on était contre? Parce que la question de l'emploi des seniors, elle ne pouvait pas se réduire à un simple index. Le projet de loi du gouvernement, vous allez voir ce que vous allez voir sur la question de l'emploi des seniors, un index. C'était pas sérieux. Moi, effectivement, j'ai déposé, il y a 15 jours, une proposition de loi avec 30 mesures sur l'emploi des seniors. C'est ça, la réforme des retraites. C'était pas un index qui, effectivement, n'était que de la cosmétique, dont on savait que ça serait un cavalier législatif retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dit on ne se prête pas à ce jeu de dupes. Voilà l'explication du refus de voter l'index des seniors. Okay. Sébastien Imbert, alors on va parler avec David Valence évidemment des 100 jours, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est vraiment une période, je disais, pour avaler la pilule, ou est-ce que vraiment on va imaginer, inventer quelque chose qui permette au pays d'avancer? Puisque en début d'émission, vous donniez rendez-vous en 2027, il y a quand même, il va passer de l'eau sous les ponts quand même d'ici là, donc il faut que le pays avance. Moi je pense que cette histoire de 100 jours, c'est un moyen pour Emmanuel Macron de faire diversion.
peut-être faire oublier cet échec. Mais les Français restent mobilisés contre cette réforme. Et je pense même que les manifestants qui sont très nombreux ne sont pas seulement opposés à la réforme des retraites, mais sont plus généralement opposés à la politique d'Emmanuel Macron, qui ne répond en rien, d'ailleurs, sur les grandes crises du moment. Je pense par exemple à la crise du pouvoir d'achat, qui touche énormément de personnes, auxquelles le gouvernement ne répond pas. Nous, on a proposé de mettre la TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité. On a proposé, par exemple, de baisser de 20% à 5,5% la TVA sur les énergies. On a proposé... TVA, on ne cible pas. Hein. On ne cible pas les personnes qui en ont le plus besoin. On a proposé également, pour augmenter les salaires, et non pas le SMIC qui pourrait avoir un impact négatif sur les entreprises, mais de donner la possibilité aux entreprises d'augmenter de 10% sans augmentation des cotisations patronales tous les salaires, jusqu'à 3 SMIC. Donc, vous ne parlez pas de taxation du tout des super profits. Alors on sait que le RN aujourd'hui, c'est cette révolution culturelle en son sein. Hein. Vous avez quand même issu d'une droite libérale qui prônait quand même la fin de la fiscalité, en tous les cas au maximum. Et aujourd'hui, on vous entend peu sur ce dossier-là qui choque beaucoup de Français. Hein. Sur la fiscalité, si on a à un moment donné, notamment pendant l'élection présidentielle, apporté un certain nombre de mesures, notamment la suppression, par exemple, des impôts sur le revenu pour les moins de 30 ans, hein, ce qui peut aussi... c'est pas ma question, hein, c'était sur les surprofits. Hein. Alors, nous, ce qu'on dénonce également, c'est la taxe sur à partir du moment où vous héritez sur des biens immobiliers, vous vous retrouvez taxé comme quelqu'un qui pouvait, à l'époque, payer l'impôt sur la fortune. Par exemple, mais effectivement, pas ma question, ce qu'on souhaite sur les entreprises. Non, mais sur les entreprises, effectivement, on souhaite également que il y ait une meilleure répartition. Je pense par exemple que proportionnellement, les petites et moyennes entreprises sont plus taxées que les grands groupes. Ça, c'est pas normal. Effectivement, il faut à un moment donné modifier les choses de manière à ce que ça soit plus égalitaire. David Valence, c'est 100 jours, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va y faire? Comment est-ce qu'on va réinventer notre démocratie au quotidien? Alors, encore une fois, l'étape d'après, et je crois que le président de la République l'a dit, c'est l'étape du travail. Et donc ces 100 jours, c'est se mettre autour de la table avec les syndicats. D'ailleurs, plusieurs ont déjà dit qu'ils étaient prêts à le faire pour discuter de l'amélioration des conditions de travail. C'est se remettre autour de la table pour pouvoir essayer de construire ensemble des mesures qui améliorent les conditions de vie au travail et les conditions d'employabilité pour les seniors. Il ne vous aura pas échappé que le premier syndicat de France va changer de tête. Et donc, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des entreprises et de la manière dont on les accompagne quand on est député. Vous avez raison de le dire. Le rôle d'un député, c'est aussi d'appuyer à Paris les dossiers de son territoire. Et ça peut concerner des dossiers économiques. C'est vrai pour Oreste, qui a commencé à s'implanter à Saint-Dié-des-Vosges en 2021, par exemple, et qui vient d'être acheté, ou qui est en train d'être acheté par LVMH, donc avec une capacité d'investissement très forte, et sur un terrain où il y a encore beaucoup de possibilités foncières à Saint-Dié-des-Vosges. Mais ça concerne aussi les forces de sécurité. Moi, je suis intervenu pour la recréation de la BAC à Saint-Dié-des-Vosges. Il y a effectivement un appel à candidature qui vient d'être publié. Je suis intervenu pour qu'il y ait de nouveau un adjoint au commandant de police à Saint-Dié. C'était un poste qui était vacant depuis 3 ans. Et dans ces 2 cas, on l'a obtenu. Et je suis en train de me battre pour qu'on ouvre une gendarmerie, dans une brigade de gendarmerie supplémentaire mobile dans ma circonscription. Donc oui, un député, c'est certes un élu national, mais c'est aussi quelqu'un qui se bat pour les dossiers de son territoire. Et je crois que tous les députés vosgiens, les 4, quelle que soit leur sensibilité, le font avec beaucoup de force. Ceci étant dit, sur ces 100 jours, comment est-ce qu'on réinvente cette... Est-ce que le pays vous paraît empêché durablement ou est-ce que c'est une période de transition qui devra permettre à passer à autre chose? On a le sentiment, on l'a vu hier, alors c'est encore un peu frais, mais effectivement, que ça va prendre beaucoup de temps et que 100 jours, ça n'a pas trop de signification dans l'esprit des gens. Il fallait, me semble-t-il, que le président de la République parle, qu'il soit inaudible, que certains n'aient pas envie de l'écouter, dont acte. Mais me semble-t-il, il fallait que le chef de l'État parle à son peuple après un moment douloureux, compliqué pour la démocratie. Maintenant, il a fait le choix, effectivement, de dire on prend 100 jours.
Si ces 100 jours nous permettent de faire comprendre à Emmanuel Macron qu'il n'a pas la majorité absolue, donc il doit cesser, lui et les siens, de se comporter comme le précédent quinquennat. S'il doit comprendre que son projet doit être plus populaire, plus proche des territoires, si globalement il doit nous amener peut-être à regarder sur certains points où on peut être d'accord pour pendant 4 ans faire avancer le pays, ça ne sera pas du temps perdu. Vous y croyez, Adrien Bernard, à cette nouvelle stratégie d'alliance? Il va bien falloir passer par là, on le sait, depuis la réélection d'Emmanuel Macron et législative derrière. Il y a forcément des alliances à trouver pour faire passer tel ou tel texte. Et il y a d'autres réformes, on parle beaucoup des retraites, on va parler un petit peu du règlement climatique dans un instant, mais comment est-ce qu'on peut travailler aujourd'hui? Non, mais j'y crois pas. Voilà, Emmanuel Macron a pris la parole, il fallait qu'il prenne la parole. Il a pris la parole pour brasser de l'air. Alors, c'est bien, il va peut-être se transformer en alien, il servira peut-être plus qu'aujourd'hui, mais il n'a rien dit de nouveau. Il est resté dans cet entêtement et je suis droit dans mes bottes et je continue à faire ce que... cap sur 3 ou 4 projets. La dérision systématique à l'égard de nos institutions. Vous pouvez ne pas apprécier la personnalité du président de la République. C'est pas sa personnalité, c'est la façon qu'il a de gouverner. L'extrême droite peut ne pas apprécier l'Assemblée nationale. Mais je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles on est dans cette crise démocratique que vous évoquez, c'est parce qu'il y a aujourd'hui 2 forces politiques à l'extrême gauche et à l'extrême droite qui passent leur temps à saper nos institutions et à les dévaloriser systématiquement. Et ça, je crois vraiment que c'est quelque chose de très grave à moyen terme, et dont personne ne mesure les conséquences. Parce que ce qui est très grave, c'est de ne pas écouter à ce point les corps intermédiaires, c'est de ne pas écouter à ce point les syndicats, c'est de ne pas écouter la colère qui monte dans le pays, vous pouvez dire et c'est de faire comme s'il n'existait pas. C'est ça qui est grave. Personne ne fait comme s'il n'existait pas. J'ai passé mon temps sur ce plateau à dire, maintenant, il faut considérer ce qui s'est exprimé. Et dans ce qui s'est exprimé... C'est pas il faut considérer, il faut mépriser ce qui s'est exprimé. Il n'y a pas que le refus de la réforme des retraites, et il y a même, je prends sur moi de le dire, majoritairement autre chose que ce sujet des retraites, et majoritairement ce que les gens expriment quand ils descendent dans la rue, c'est des sujets qui concernent le travail. Et c'est maintenant qu'il faut s'y atteler. Et on ne peut pas mettre le pays en panne pendant 4 ans, comme le propose M. Imbert. On ne peut pas passer notre temps dans une espèce de crise permanente à s'invectiver les uns les autres, comme vous le proposez. Maintenant, il faut Je ne propose pas qu'on s'invective, je propose qu'on écoute les propositions des syndicats, notamment sur les salaires. Et il faut construire. Et là, c'est une réponse concrète à ce que vivent la majorité des gens. Moi, je le vois dans mon métier. Les gens, ils galèrent parce qu'ils gagnent pas assez. Vous travaillez à la Poste, ça peut faire partie des sujets qui sont ouverts. Mais oui, mais vous avez voté contre l'augmentation des salaires. À un moment donné, il n'y a pas de tabou, mais je fais... Alors, c'est pas un dialogue social que vous mettez en place, c'est un monologue social. Non. Vous n'avez pas de tabou, vous verrez que les syndicats viendront autour de la table. Vous verrez que les syndicats... Pour le moment, l'intersyndicale est unie et a dit que c'est hors de question de discuter. Je vous propose un tour de table, effectivement, sur le travail. Je le disais, il y a vraiment ces nouvelles aspirations, vous le constatez tous, puisqu'on est tous sur le terrain, et nous aussi, on le pratique au quotidien. Comment est-ce qu'on s'adapte à tout cela? Est-ce que ça passe par l'encadrement systématique législatif sur la semaine à 4 jours? On sent qu'il y a cette volonté, parfois, dans certaines entreprises. Comment, alors, vous avez parlé de la hausse des salaires, mais est-ce que cette nouvelle façon d'aborder le travail demandée par nos concitoyens, comment est-ce qu'on peut l'élaborer et l'accompagner politiquement? Au Parti communiste, on insiste beaucoup sur un point, c'est de donner plus de pouvoir aux salariés dans leur entreprise, qui puissent être plus investis dans les prises de décision, dans la façon dont ça fonctionne. Et je crois qu'il y a ce problème-là aussi quand on va au boulot, de se sentir non seulement pas écouté, et en plus, j'en reviens au salaire, on travaille pour galérer à la fin du mois. Et donc, il y a cette double situation qui est un réel blocage. Je crois que tant qu'on n'aura pas agi sur les salaires et sur plus de pouvoir aux salariés dans l'entreprise, on sera toujours bloqué. Et puis, vous parliez tout à l'heure des petites entreprises, de comment mieux les accompagner. On voit en ce moment les tarifs de l'énergie dans quasiment toutes les boulangeries où on peut aller, on voit qu'ils affichent leurs factures d'électricité. Je crois qu'il y a un vrai sujet aussi sur cette question. Moi, je veux saluer les énergéticiens qui étaient en grève, notamment à Épinal reconductible pendant plusieurs jours et que vous avez rencontrés, il me semble. Et ils font grève aussi pour se battre devant les locaux de EDF, ils se battent non seulement pour le régime pionnier, mais aussi surtout pour tout le monde et pour les petites entreprises. Quand on a privatisé EDF, GDF, quand les Républicains ont privatisé, on nous dit, vous verrez, ça va être super, ça va profiter à tout le monde. Aujourd'hui, les petites entreprises, ce sont les premières victimes de ça. Et pour accompagner au mieux les entreprises, je crois qu'il faut revenir à un pôle public de l'énergie, comprenant non seulement l'énergie, l'électricité, tout ça, mais aussi, je pense, à Total. Voilà, à un moment donné, si on veut aider les entreprises, il faut aussi... reprendre le pouvoir sur le marché, sur la finance, parce que c'est un drame pour le pays. Un mot sur cet accompagnement donc des aspirations de nos concitoyens sur une nouvelle façon d'appréhender le travail.
Oui, effectivement, moi je vais simplement revenir sur l'énergie parce que c'est quelque chose d'important. J'avais moi-même rencontré les boulangers qui manifestaient sur Épinal, la fédération des boulangers avec leurs factures d'électricité exorbitantes. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi remettre Juste en un mot, question... sur les boulangers, on a craint vraiment qu'il y ait beaucoup de fermetures et on a appris finalement qu'il n'y avait jamais eu autant de boulangers en France. Il y a eu des milliers de fermetures, je crois, à l'échelle nationale. Ouais, mais sur le bilan global, sauf erreur de ma part, je crois avoir lu cette information-là, effectivement, on est plutôt à l'équilibre et même peut-être avec des boulangers. Alors il y a beaucoup de chaînes de boulangeries. Encore une fois, l'épisode énergétique des boulangeries n'est pas terminé. Je pense que malheureusement, d'autres seront amenés à soit licencier des salariés, soit mettre la clé sous la porte. Je pense que alors à l'aune des Vosges, on n'en est pas du tout là. Hein. Ça, c'est factuel. Effectivement, on est en relation souvent avec la Fédération des boulangeries. On ne constate pas du tout ce phénomène. Hein. Non, mais pour avoir discuté avec beaucoup de patrons de boulangeries au moment de cette manifestation, certains réfléchissaient à continuer ou pas leur activité. Ils se posaient vraiment la question, hein, sérieusement, et puis même à licencier. Certains sacrifiaient eux-mêmes leur salaire. C'est plus le cas en restauration, d'après ce qu'on voit en ce moment même. Le vrai problème, c'est le marché européen de l'énergie, avec l'indexation également du prix de l'électricité sur le gaz, hein, qui fait que derrière, les prix ont explosé, et l'incapacité pour... ces artisans qui avaient des contrats, de renégocier leurs contrats. Et c'est cette possibilité-là qu'il faut leur donner en urgence pour qu'ils puissent s'en sortir. Et encore une fois, la mesure de bon sens qu'on a proposée et qu'on martèle systématiquement, de baisser de 20% à 5,5% les produits énergétique. Stéphane Viry, un mot là-dessus. Quels sont les retours du terrain? Quelles sont les aspirations? Quelles sont les solutions ou les pistes à explorer sur cette redéfinition du travail? Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas... domaines prédilection. Oui, bien sûr. Je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Il n'y a pas une journée qui passe depuis maintenant 2 ans sans qu'un chef d'entreprise, un artisan, un grand groupe industriel fait part d'une pénurie de main-d'œuvre et d'une incapacité à trouver les ressources humaines dont l'entreprise a besoin. Une adéquation entre l'offre et la demande. Pour son projet, pour sa pérennité. Donc il y a effectivement la nécessité d'inciter au travail, d'accompagner les demandeurs d'emploi vers le travail, de mieux renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. On ne peut pas s'admettre qu'effectivement RSA soit un statut. Ce sont des hommes et des femmes. Et Vosges département pilote. Oui, Vosges département pilote. Il faut accompagner effectivement ces hommes et ces femmes pour les remettre dans une logique d'activité. Pour moi, c'est la question, c'est la clé de voûte. Droits et devoirs, hein, si on vous entend bien. Oui, droits et devoirs, mais c'est la clé de voûte de tout. Notre système social doit être, me semble-t-il, totalement revu. Je pense qu'on est au bout d'un modèle économique et social. Et maintenant, un salarié, jeune ou moins jeune, il regarde le projet de l'entreprise, le sens de son métier. Pourquoi je m'engage ? Et me semble-t-il que le contrat de travail devra être revu dans la notion de consentement. Lorsque s'engageait jadis, on se mettait d'accord sur le salaire, sur les horaires, et puis point barre. Me semble-t-il que désormais, il faudra que le législateur s'interroge pour instaurer dans la relation hiérarchique entre un employeur et un salarié quelque chose qui a une autre vocation, qui puisse générer pour le salarié probablement de la rémunération supplémentaire par de la participation au résultat, mais aussi une organisation du travail. Une organisation personnelle qui lui permette d'avoir une vie à côté. Mais dès lors que ça produit, dès lors que la France travaille plus en masse, tout le monde est gagnant. Sachant qu'on n'a pas évoqué, mais j'avais prévu de le dire, en termes de productivité, on est toujours très très bien placé en France. Hein, toutes les études le montrent. David Valence, on a compris que Pôle emploi allait disparaître, que France Travail allait prendre la succession. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette réflexion dont on parle dans cette émission depuis une bonne heure? Qu'est-ce qu'il est urgent de faire en termes de réorganisation du travail et sur quelle piste le gouvernement va emmener les partenaires sociaux? Alors, il y a les pistes qu'on a déjà détaillées depuis le début, c'est-à-dire sur l'amélioration des conditions de travail, sur la répartition de la valeur, sur l'amélioration de l'employabilité des seniors. Une des choses qui fait qu'en Allemagne, proportionnellement, on travaille plus longtemps qu'en France, ou qu'en Belgique, on travaille plus longtemps qu'en France, c'est que les entreprises ont cette démarche proactive qui consiste à proposer une évolution de carrière et des évolutions de poste de façon systématique à leurs salariés, alors qu'en France, trop souvent, on cherche à se débarrasser des salariés qui commencent à être un peu expérimentés sans mobiliser
leur expérience justement dans telle ou telle tâche différente de celle qu'ils avaient accomplie jusque-là. Et puis, il y a effectivement la réforme de France Travail, parce que moi, ce que j'ai entendu aussi de la part de ceux qui sont venus me rencontrer, de ceux à la rencontre desquels je suis allé, c'était nous, on veut bien travailler plus longtemps, même si on n'est pas content de travailler plus longtemps. Mais on comprend que c'est nécessaire. Mais en revanche, il faut que ceux qui aujourd'hui sont dans l'inactivité soient mieux accompagnés, parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de bénéficiaires du RSA qui ne sont pas enregistrés à Pôle emploi et donc qui ne sont pas accompagnés vers le retour à l'emploi, qu'on a finalement un peu abandonné aux minima sociaux jusque-là. Et puis, il y a quelques personnes, elles ne sont pas majoritaires, mais qui pourraient faire le choix de reprendre une activité et qui ne le font pas. Il faut le dire, elles ne sont pas majoritaires, mais elles existent. Eh bien, dire à ces personnes-là, à celles qui ne sont pas accompagnées et à celles qui font parfois le choix de la non-activité, être dans une situation où durablement on bénéficie des minima sociaux alors qu'on est en bonne santé physique et psychologique et qu'il y a du travail sur le bassin d'emploi. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 20 ans. Moi, j'ai connu des époques de sous-emploi, y compris quand j'ai été élu il y a 9 ans pour la première fois. Eh bien, cette situation-là, elle n'est pas normale. Donc, on doit mettre des règles et on doit demander des choses en face. Et c'est ce que fait le gouvernement, ce qu'il fera dans France Travail. C'est ce qu'on fait aussi dans la réforme de l'assurance chômage qu'on a votée, qui a été votée par l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est que dans beaucoup de secteurs d'activité... la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre et surtout le rapport s'est inversé. C'est-à-dire que c'est le demandeur d'emploi qui est parfois en situation de force. Ça, et ce n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans. C'est les entretiens d'embauche de beaucoup d'entrepreneurs qui nous ça a changé. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, quand j'ai été élu maire, ma première élection en 2014, le 30 mars 2014, je recevais des dizaines et des dizaines de CV tous les jours dans un bassin d'emploi qui était un bassin d'emploi extrêmement difficile, le plus difficile du Grand Est. C'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, comme je pense mon collègue député, je ne reçois pas des dizaines et des dizaines de CV tous les jours. Je reçois plutôt des demandes de rendez-vous d'entreprises qui me disent « Mais comment est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver des salariés ?» Et c'est complexe, la réponse à cette question. C'est la formation, c'est les conditions de travail, c'est l'image de certains métiers, notamment dans l'industrie, dans les Vosges. Mais c'est tous ces chantiers-là qu'on doit ouvrir à travers la valorisation du travail. Sébastien Imbert, je vous ai vu sourciller. Oui, sur la formation, oui, parce que David Valence appartient à une majorité à la région qui ferme des lycées. Et ça, c'est un très mauvais signal pour notre jeunesse. Alors, pas dans les Vosges. Les Vosges ont déjà subi par le passé un certain nombre de fermetures. Mais lorsqu'on ferme quasiment... On ne ferme pas de formation. Non, mais... C'est pas pareil. Au moment où vous éloignez des formations, vous éloignez des formations, vous fermez des lycées dans des bassins d'emploi assez difficiles comme le bassin de Forbach. 80% des gens ne venaient pas du bassin d'emploi. Si vous parlez du lycée de Landres ou celui de Pulversheim, la plupart des personnes qui les fréquentaient, des élèves, ne venaient pas du bassin d'emploi. Donc le critère, c'est pas la proximité à chaque fois. Quel signal vous envoyez à la jeunesse quand vous fermez des lycées ? Les formations sont maintenues. Mais les formations sont maintenues, mais à quel prix pour ces élèves-là qui vont devoir faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir choisir leur formation, qui vont peut-être renoncer à faire la formation qu'ils avaient choisie au départ parce que le lycée ne se trouve plus dans leur bassin de vie. Voilà, c'est quel signal on veut envoyer à la jeunesse avec votre majorité. Voilà, c'est un vrai problème. On ne ferme pas des lycées sur critères énergétiques. On ne va pas dire à un élève parce que ton lycée est mal isolé, on va le fermer. Je veux dire, c'est complètement absurde. Voilà, quelques pistes et quelques désaccords. Allez, il nous reste quelques minutes, pas plus, qu'on parle un petit peu des conséquences du dérèglement climatique, vraiment à l'échelle du territoire, hein, si vous voulez bien, avec ce 6e rapport du GIEC. Adrien Bernard, vous êtes très en retard sur le temps de parole. Il va falloir effectivement que vous nous éclairiez un petit peu sur ces problématiques avec l'eau d'abord. On va voir en tableau les communes qui font partie du plan eau, les communes vosgiennes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y en a une douzaine. Alors, ce n'est pas que des communes, il y a aussi des communautés d'agglomération. Dans les Vosges, alors on peut se dire qu'effectivement tous les rapports nous alertaient, mais honnêtement ça surprend quand même beaucoup. Sur l'eau, quelle est la position de votre groupe ou de votre famille politique ? Comment est-ce qu'on partage plus ? Comment est-ce qu'on est un peu plus économe ? Mais je crois que d'une façon générale, par rapport aux études du GIEC, le Parti communiste a toujours été pour s'appuyer sur ces études-là pour ensuite embrayer sur des politiques vraiment beaucoup plus ambitieuses. À l'heure actuelle, on laisse trop au marché, au privé s'occuper de ces questions et notamment de l'eau. Et je crois qu'on doit le public doit se revenir
dans cette gestion publique, des biens communs, quoi. C'est des biens communs, on ne peut pas les laisser au marché, on voit le résultat aujourd'hui. Et quand, par rapport aux politiques à mettre en œuvre sur l'environnement, et ça revient aussi avec le travail, on a besoin de créer beaucoup plus d'emplois sur la transition écologique, sur tout ça, c'est des emplois qui auraient du sens. Quand on est capable de mettre plus de 400 milliards dans le budget de programmation militaire, et dont 50 milliards pour l'armement nucléaire, au mépris du traité de non-prolifération, dont la France est signataire, je pense qu'on devrait être capable justement de financer beaucoup plus une politique ambitieuse de transition écologique. On a besoin d'un mix énergétique entre le renouvelable, le nucléaire, tout ça, pour assurer la... Mais ça se finance, c'est une volonté politique. Vous ne pouvez pas mettre 400 milliards sur l'armée et après dire on n'a plus d'argent pour la transition écologique. Je crois qu'on a besoin de créer des centaines de milliers d'emplois dans ce domaine. C'est sûr. Alors, vous parliez du nucléaire, c'est quand même intéressant, puisqu'au sein de la NUPES, le PC est traditionnellement pro-nucléaire, de par son... C'est pas tant pro ou anti, c'est qu'on défend un mix. On défend un mix où, déjà, on pense que ça doit revenir à nouveau, je reviens sur le pôle public de l'énergie, ces questions-là, elles ne doivent pas être laissées au privé, au marché. On est pour un mix, pour justement... Alors, le nucléaire, aujourd'hui, la question c'est est-ce que le nucléaire est une énergie de transition en attendant que les énergies vertes se montent en puissance, ou est-ce que le nucléaire doit faire partie du mix énergétique ad vitam aeternam, ou en tous les cas à moyen et long terme? Ad vitam aeternam, c'est difficile de dire, mais oui, à l'heure actuelle, il faut s'appuyer sur le nucléaire, puisque l'urgence, nous dit le GIEC, c'est de décarboner. Donc il faut s'appuyer sur toutes les énergies. Et quand vous voyez le père de Flamanville avec ce budget qui a enflé... Ça revient sur la gestion, on en revient sur la gestion, comment c'est géré, et je crois qu'il y a un vrai problème là-dessus, oui. Mais donc vous êtes pour quand même les 6 EPR, les petits EPR, comme on les qualifie aujourd'hui? À voir après comment ce sera mis en œuvre, mais on n'est pas opposé au nucléaire, oui, il faut s'appuyer sur toutes les énergies qui sont décarbonées. Je crois que l'autre urgence où on a besoin de faire beaucoup, c'est sur la réduction de la consommation d'énergie, et notamment sur les bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments. Je crois qu'il y a beaucoup d'emplois dans le domaine à créer, et ce serait bon. Notamment sur l'eau, parce que Jean-François parlait de l'eau. Voilà, l'eau, il va falloir on sait commencer à économiser l'eau. Au niveau de l'eau, il y a une grosse perte au niveau des fuites. Et le privé n'entretient pas correctement tout ça. Et je crois qu'il y a un sujet aussi au niveau de l'eau avec Vittel. Et on a vu aussi les débats, c'est pas dans les Vosges, à Sainte-Soline, sur l'utilisation de l'eau, mais je crois qu'il y a une question de refaire de l'eau un bien commun. On ne peut pas la laisser aux mains de quelques-uns parce qu'on voit que ça ne marche pas et que là, je ne sais plus combien d'années il nous donne, mais il faut tout de suite changer de politique, il faut changer de braquet. C'est votre position sur les éoliennes. C'est un débat qui revient au niveau local, qui revient dès qu'on parle de projet éolien. Il y a une levée de bouclier. Votre position, c'est quoi? Il faut que ça soit fait dans la concertation. Ça ne peut pas être imposé, sinon ça crée justement ces levées de bouclier. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de démocratie à ce niveau-là. Et puis on n'est pas opposé aux éoliennes, effectivement. Donc au cas par cas. Sébastien Imbert, là-dessus, alors... Évidemment, on connaît les positions du RN, anti-éolien, depuis toujours ou presque. Aujourd'hui, comment fait-on avec, encore une fois, à l'aune du département, Philippe le disait, il y a énormément de projets d'installation d'éoliennes, mais aussi on essaye d'aller un peu plus vite sur l'hydraulique, c'est très compliqué. Et puis le nucléaire, qui est aussi une des forces que vous essayez. Le solaire. Et le solaire, bien sûr, avec le parc solaire. Alors, effectivement, je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les Français sur la question écologique, dans le sens où la France représente moins d'1% des émissions de CO2 dans le monde. La transition énergétique, elle a eu lieu. Elle a eu lieu grâce au général de Gaulle dans le programme nucléaire auquel nous avons investi, mais c'est pas la question. Et puis nous ne sommes pas d'extrême droite. Je pense qu'il n'aurait jamais accepté que des gens comme vous se réclament de lui. Bien ça, sûr, c'est sûr. Mais vous n'avez pas le monopole des anciens présidents. Je connais un peu mieux ce qu'a fait le général de Gaulle que vous, ça c'est sûr. C'est pas la question. Donc effectivement sur droite contre lui. Mais c'est pas. Mais alors allez-y. Encore une fois, nous ne sommes pas d'extrême droite. Allez-y sur la transition écologique et donc les différentes sources d'énergie. Effectivement. Grâce à ce programme nucléaire, nous bénéficions d'une énergie électrique qui est la moins chère, qui est une énergie propre et décarbonée, contrairement à ce qu'on peut entendre. On a eu besoin d'importer cet hiver parce que les centrales étaient, la moitié des centrales étaient à l'arrêt. Nous sommes à nouveau excédentaires. Effectivement, il y a eu des problèmes en termes d'entretien, en termes de maintenance, parce qu'on a laissé
entre guillemets, se dégrader notre parc nucléaire, qui est un bel outil de production. Heureusement que nous avons cet outil de production pour ne pas tomber dans le problème allemand qui, en sortant du nucléaire, est reparti totalement sur le charbon et qui aujourd'hui fait partie des pays qui polluent le plus au monde. Quid des déchets, on est bien placé, on est tout près de Bure, qui est quand même une belle épine dans le pied. Et puis il y a quand même aussi le réchauffement des rivières et des fleuves. Le nucléaire est directement impacté. Ça peut devenir une énergie intermittente, le nucléaire, si effectivement à certains moments on ne peut plus rejeter. Effectivement, bon, on n'en est pas là aujourd'hui. Ça arrive. Sur la question du stockage à Bure, je ne pense pas que le projet soit mauvais en soi, même si on a à un moment donné peut-être des concertations qui n'ont pas été suffisantes. Je pense que les ingénieurs de l'ANDRA font un travail important. Je pense que le stockage, de toute façon, de nos déchets nucléaires doit se faire, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment donné, voilà, je pense que ce projet devra se faire. Sur le nucléaire, on a très peu de déchets, finalement, par rapport au recyclage des parcs éoliens, où vous avez des pales qui sont envoyées en Afrique et qui c'est tellement plus facile d'aller polluer chez les autres. On parle de quelques années ou quelques dizaines d'années. Sur Bure, on est sur des dizaines de milliers d'années. D'après ce que j'ai compris, on va même organiser une fête pour se souvenir où est-ce qu'on a stocké. Il faut imaginer qu'on est sur des dizaines de générations. Hein. Donc c'est toute la problématique. Bien sûr, mais et donc on va imaginer une fête pour se souvenir où on a stocké les déchets. C'est quand même étonnant quand même. Ils travaillent, voilà. On verra après ce qu'il en sortira de tous ces travaux. Mais je pense que dans tous les cas, voilà, on n'a pas le choix, on doit en faire quelque chose. Et puis sur la question de l'éolien dans les Vosges, je crois que même de manière générale, hein, sur la région, on a très largement pris notre part. Je pense qu'il faut stopper net tous ces projets-là qui aujourd'hui n'ont aucune possibilité, même si c'est concerté, même si tout le monde est d'accord. Effectivement, nos paysages sont saturés. Vous allez sur la plaine des Vosges, dans ma circonscription, c'est une catastrophe. Entre Épinal et Vittel, mais c'est pas la question. C'est pas votre circonscription. Mais c'est quand même ma circonscription. C'est la circonscription que je travaille, sur laquelle je travaille. C'est pas celle que vous représentez, vous avez été battu. Mais c'est pas la question. Aux élections. C'est pas la question. C'est le territoire dans lequel je vis. C'est important de le donc je peux en parler en toute légitimité. Donc je suis élu également dans ce territoire en tant que conseiller municipal. Donc quand l'agglomération d'Épinal veut être autonome du point de vue énergétique, c'est 2050 2050. Ouais. Donc comment on fait puisqu'on n'aura pas de centrale je pense non, mais ces objectifs sont totalement irréalistes. Si on suit les objectifs du SCOT des Vosges centrales, cher à Michel Henrich, nous allons recouvrir l'ensemble des Vosges centrales en éoliennes. C'est ce qui est en train de se produire actuellement. Il suffit de voir entre Épinal et Vittel la massification, l'encerclement de certaines communes qui commencent à se faire et les projets qui fleurissent partout. C'est un véritable problème. On saccage potentiellement un peu plus de un saccage notre territoire et ses atouts, notamment touristiques. On saccage la santé des gens qui y habitent, on saccage la biodiversité, on artificialise les sols, 1500 tonnes de béton armé par socle d'éoliennes. Et donc, c'est une véritable catastrophe sur le plan écologique. On a compris qu'effectivement, l'éolienne ne passait pas par chez vous. Stéphane Viry, vous êtes sur ce territoire-là. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont vos positions? La première position, mais je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que l'environnement doit être une priorité, qu'il y a manifestement, au-delà de la prise de conscience des décisions politiques à aller chercher, que sur la question de l'eau, il faudra admettre qu'il y a des conflits d'usage, parce que qui consomme le plus d'eau dans ce pays, c'est surtout l'industrie. On a énormément besoin d'eau. Je vous coupe, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au niveau politique, vous êtes plus dans le mode de réaction qu'en mode d'action, d'anticipation? On a l'impression qu'on découvre la sécheresse, qu'on découvre les problèmes d'indépendance énergétique, alors que c'est un dossier qui traîne depuis des années. Sur l'indépendance énergétique, liée notamment à la destruction de la filière nucléaire, il y a des voix fortes qui se sont exprimées maintenant depuis 10 ans pour dire que la réalité d'aujourd'hui était déjà dénoncée hier. On savait très bien que sur des fausses idées, certains avaient sacrifié la filière nucléaire et que ça allait donc compromettre l'autonomie énergétique et que ça allait faire effectivement mettre les Français en difficulté par rapport au coût de l'électricité. Sur la question de l'eau, effectivement, peut-être la réaction était un peu tardive parce que globalement, c'était une denrée dont on pensait qu'elle serait suffisante et que ça ne poserait pas de problème. Ça fait 2-3 étés où manifestement il y a de la sécheresse, de la canicule et globalement nos forêts souffrent. On voit qu'il y a une demande accrue, hein. Avec effectivement des problèmes de restriction. Donc là, effectivement, il faut des politiques publiques tout autres. Mais l'eau, ce n'est pas uniquement pour irriguer l'agriculture ou pour la consommation courante.
nos industries, notamment autour d'Épinal, qui vont bien, dont on en parlait il y a un instant, ont énormément besoin d'eau. Comment fait-on ? Donc le sujet, effectivement, il est éminent, il est aussi complexe. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je soutiens la filière nucléaire. Effectivement, on n'a pas d'autre choix dans un certain temps de réarmer le pays pour effectivement avoir cette forme d'indépendance et de souveraineté énergétique. Donc, certain temps, c'est-à-dire une énergie de transition, ou une énergie durable quand même dès qu'on pourra en sortir, il faudra en sortir. Mais globalement, tant que le solaire n'est pas plus au point, tant que l'hydraulique est sous-estimé, parce que moi je souffre effectivement de voir auprès du ministère de la Transition écologique comme l'hydraulique est déconsidérée. Et la complexité de monter ces dossiers-là. Le sénateur Gremier travaille dessus, mais avec des réglementations insupportables. Donc voilà, il y a des choses assez simples à faire, me semble-t-il, dès lors qu'on sort des dogmes, qu'on casse des doctrines et qu'on autorise effectivement d'aller chercher du renouvelable au-delà des éoliennes. Moi, je reste assez confiant parce qu'on n'a peut-être pas forcément la même partition, mais globalement, personne ne dit maintenant que la cause environnementale n'est pas prioritaire en termes même tout simplement de santé. Le lien entre l'environnement et la santé, il est évident. Les politiques publiques vont se mettre en place. Adrien Bernard, un petit mot sur les transports également. On va finir l'émission là-dessus. Je regarde les temps de parole. Vous êtes encore en retard et David Valence aura sans doute le mot de la fin. On a vu donc que le Nancy-Lyon serait de retour fin 2024. On est censé progresser de génération en génération. C'est un peu le principe de l'existence. Sur le transport ferroviaire, certains anciens pourraient se bidonner. Honnêtement, petit exemple personnel, aujourd'hui, pour faire un Vittel-Épinal, parfois, Vittel-Épinal, 45 km, il faut plus de 3 heures avec des bus qui s'arrêtent à Nancy, qu'il faut attendre, etc. Comment est-ce que c'est une demande forte de nos concitoyens aujourd'hui et c'est une demande forte d'attractivité du territoire. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce qu'on finance tout cela aussi, Parce que c'est facile de dire il faut ramener les petites lignes, mais voilà, je crois que si on avait écouté une fois de plus les syndicats, par exemple, sur la question du train, et notamment les luttes de la CGT contre les fermetures de gares un peu partout, à Mirecourt, tout ça, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, il faut se féliciter de toutes les petites lignes qui réouvrent, mais il faut leur donner les moyens de fonctionner. Il faut aussi que les petites gares entre les grandes, elles réouvrent aussi pour permettre aux gens de le prendre. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, le bus, c'est pas possible. Enfin voilà, vous dites 3 heures, c'est ça pour faire. Parfois, c'est pas toujours le cas, parce que David Valence va me reprendre là-dessus, mais effectivement, il y a cas précis. Moi, je suis tombé dessus. Vittel-Épinal, 45 km, on met 3h15 ou 3h20 pour faire. Alors, c'est du bus, c'est vrai que en plus, c'est un repoussoir le bus. Pour la plupart de nos concitoyens, effectivement, voyager en bus, alors sur 45 km peut-être, mais au-delà, c'est quand même. Mais là encore, on a besoin de politiques beaucoup plus ambitieuses dans le train et redévelopper beaucoup plus le maillage ferroviaire qu'on avait à l'époque, et c'est clair qu'il y a un gros sujet. Après, sur l'environnement, je voulais quand même revenir sur une petite chose. Je crois qu'on est tous d'accord, effectivement, pour dire qu'il faut engager des politiques de transition, mais là où j'insiste sur le public, c'est parce qu'il y a des lobbies aujourd'hui. Quand on donne ça au privé, qu'il n'y a que la loi du profit qui dirige, on voit ce que Total fait notamment en Afrique, c'est une entreprise française, on voit ce qu'elle fait en Ouganda, on voit ce qu'elle fait un peu partout. On ne peut pas dire on va faire une transition énergétique et en même temps laisser se faire ce genre de choses qui, tant au niveau social qu'environnemental, est problématique. Donc je crois qu'il y a des entreprises privées. Bah oui, mais c'est pour ça que j'en ai parlé au tout début de l'émission. Un pôle public de l'énergie, je crois que c'est non seulement pour les entreprises, pour les citoyens, c'est salvateur, mais pour l'environnement aussi. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister. Ouais. David Valence, 1 minute, désolé sur les transports, ce que je viens d'évoquer. Donc vous confirmez, Nancy-Lyon de retour fin 2024, c'est dans les tuyaux, c'est acté? Ce qui est sûr, c'est que c'est la région Grand Est qui amène la solution. Puisque l'une des choses qui manquait, c'était le matériel ferroviaire, et que c'est nous, à la région, qui avons fait cette proposition de mettre à disposition du matériel qu'on achète normalement pour d'autres lignes, et de le mettre à disposition pendant quelques temps. Là, parce que vous saviez qu'il n'y avait aucune intention particulière de la remettre en route. Non, mais parce que les matériels n'étaient pas disponibles du côté du parc de l'État. Vous savez, pour rouvrir une ligne, il faut plusieurs choses. Il faut des sillons pour faire rouler des trains. Là, la voie ferrée entre Nancy et Neufchâteau, elle est en très bon état. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de trains entre Nancy et Neufchâteau qu'aujourd'hui. On en a mis beaucoup plus. Donc, il faut à la fois des sillons, dans des espaces temporaires, horaires pour faire passer des trains. Il faut du matériel et puis il faut un financement. Aujourd'hui, le sujet du matériel, qui était le plus compliqué, la région vient de le résoudre pour une période temporaire, en attendant que l'État commande des matériels. Les sillons, ils sont trouvés. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur le financement. Pour nous, c'est un financement d'État. Vous avez vu que le ministre des Transports prend ce sujet très au sérieux. Mais encore une fois,
la longue distance, c'est important, comme entre Nancy et Lyon. Il faut rouvrir la Lorraine vers le sud. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, au moment où on parle, il n'y a jamais eu autant de trains qui circulent dans le Grand Est que depuis que le Grand Est est Grand Est. La région a fait des choix très importants, par exemple entre Nancy et Épinal, entre Saint-Dié et Strasbourg. Il n'y a jamais eu autant de trains qu'aujourd'hui. Vous parliez d'Épinal, Saint-Dié-les-Vosges implicitement. Il y a 10 allers-retours par jour alors qu'avant il y en avait 5. Donc c'est des choix qui sont ambitieux. Et le transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour continuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, vous avez vu que la France les a baissées l'année dernière. C'est la première fois depuis assez longtemps que c'est aussi important. Eh bien, il faut continuer à agir sur le transport, sur le logement et sur la diversification des sources d'énergie. C'est pour ça qu'à l'Assemblée, nous avons voté un texte sur les énergies renouvelables et un texte sur le nucléaire. L'Assemblée travaille, les institutions travaillent, et la transition écologique est prise au sérieux par cette majorité, par ce gouvernement. Tout dernier mot, Stéphane Viry, Adrien Bernard, vous êtes un tout petit peu en retard là-dessus. Moi, écoutez, mon sentiment, c'est qu'on est maltraité par la SNCF depuis 10 ans, qui a effectivement abandonné le territoire en dépit peut-être des actions des uns des autres. Moi, j'ai souvenir au cours du mandat précédent d'avoir écrit à plusieurs reprises au patron de la SNCF, d'avoir écrit à Emmanuel Macron, d'avoir en février dernier encore posé une question au gouvernement. On voit bien réellement que si la SNCF pouvait ne plus desservir les Vosges sur Saint-Dié, sur Remiremont, sur Épinal, elle le ferait bien volontiers s'agissant du TGV. On voit bien que sur la ligne, effectivement, Metz, Nancy, Lyon, on s'est fait avoir parce que contrairement à ce qui nous avait été annoncé et promis à l'issue de la restauration des travaux à Lyon, le train reviendrait. Donc si globalement, sur ce sujet-là, on n'est pas combatif, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Et je pense effectivement qu'il y a une forme d'union sur ce sujet. On a eu cette réunion la semaine-ci avec la préfète de région. Je pense qu'à l'unisson, on est en train de se battre. Mais on revient de très loin. On revient de très loin. Parce qu'on a été maltraité. Et dès que possible, je reviens pour montrer que parfois on s'est bossé, le groupe GDR, c'est-à-dire communiste, va déposer, je crois, va faire étudier le 4 mai prochain une proposition de loi sur le transport. Moi, je vais l'amender, naturellement, je vais m'appuyer sur vous pour défendre la ligne. Proposition de loi qu'on a examinée dans la commission dont je suis membre, qu'on a modifiée et qui ont été adoptées toutes les deux, et notamment une proposition de loi qui propose un moratoire sur les petites lignes ferroviaires aujourd'hui circuler. Donc oui, on travaille, mais le transport, c'est un combat, et ce combat, je le mène depuis des années, et je compte bien continuer à le mener pour les Vosges. Adrien Bernard, le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Écoutez, moi, au-delà du transport et de tout ce qu'on a parlé, je veux donner rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui nous regardent au 1er mai. La bataille continue. Je veux dire qu'avec le Parti communiste, on prend exemple sur l'intersyndicale pour imaginer une nouvelle forme de rassemblement où, dans la diversité, dans le respect de nos organisations, sans une organisation, sans un personnage qui caporalise le tout, on est capable de travailler ensemble et de rassembler plus large. Donc, surtout, il faut garder espoir, la colère est légitime et on peut gagner. Donc, rendez-vous le 1er mai. Ne mettons pas le pays en panne. Ni en feu. Pardon ? Ni en feu. Ni en feu. Et respectons les institutions. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On a un petit peu débordé, désolé. Merci Philippe d'avoir participé également et d'avoir questionné nos invités. On se donne rendez-vous à la fin du mois de juin pour une nouvelle émission débat politique sur cette antenne. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous.